Il se faisait battre seul dans la grange, sans que personne n'entende, jusqu'à ce que le cheval boiteux s'approche en silence et fasse quelque chose qui changea tout. Le soleil de l'été normand tombait lourdement sur les vignobles des Dubois. Dans les rangs interminables de ceps, Malik travaillait courbé, sa peau sombre luisante de sueur. À 19 ans, son corps s'était habitué à cette douleur quotidienne, mais jamais son esprit. Un balancement de ciseaux, une grappe coupée, un geste répété 1000 fois depuis l'aube. Autour de lui, d'autres ouvriers s'affairaient, maintenant toujours cette distance invisible mais tangible. Plus vite, Malik, ce n'est pas un jardin d'agrément ici. La voix de Philippe Dubois claqua comme un fouet. Grand, élégant dans sa chemise de lin immaculée, il supervisait les vendanges sans jamais se salir les mains. Héritier légitime du domaine, il contemplait Malik avec ce regard que le jeune homme connaissait trop bien. Un mélange de dégoût et de possession. Malik baissa les yeux, un réflexe acquis au fil des années. Ne pas croiser son regard. Ne pas donner de raison à Philippe de s'emporter. Les autres ouvriers détournèrent l'attention, feignant une concentration soudaine sur leur travail. Personne n'osait s'associer ouvertement au fils adoptif des Dubois. C'était trop risqué. Quand la cloche annonça la pause de midi, Malik s'éloigna discrètement du groupe. Ses pas le menèrent instinctivement vers les écuries, ce refuge où il trouvait la seule paix que cette vie lui accordait. Le bâtiment en pierre du XVIIIe siècle se dressait massif et frais dans la chaleur estivale. L'odeur de foin et de cuir l'accueillit comme une étreinte. Malik se glissa dans l'allée centrale, saluant doucement les chevaux qui tournèrent leur tête vers lui. « Bonjour, Étoile. Comment vas-tu aujourd'hui, Vénus ?» Ces bêtes étaient ses seuls véritables amis. À 5 ans, quand les flammes avaient dévoré l'appartement familial à Saint-Denis, emportant avec elles ses parents biologiques, Malik n'avait sauvé qu'un souvenir. La mélodie d'une berceuse créole que sa mère lui chantait. Après 3 années dans un orphelinat catholique, les Dubois l'avaient adopté, un geste de charité publique savamment orchestré pour améliorer leur image. « Tu comprends, n'est-ce pas ?» murmura-t-il à Étoile, une jument baie qui tendait son museau vers lui. « Ils ne veulent pas vraiment de nous. Ils nous tolèrent, c'est tout. » Un flash de mémoire le traversa, les cris étouffés, la chaleur suffocante, puis ce silence assourdissant après l'incendie. Malik secoua la tête pour chasser ces images. Il avait appris très jeune que les souvenirs pouvaient être des armes à double tranchant. En fin d'après-midi, une agitation inhabituelle attira son attention. Un imposant camion-van pénétrait dans la cour pavée du domaine. Philippe se tenait là, entouré d'amis de la haute société parisienne, gesticulant avec cette théâtralité qu'il réservait à ses pairs. « Vous allez voir une bête exceptionnelle, messieurs. Un ancien champion de traction. Je l'ai obtenu pour une bouchée de pain. » La rampe du van s'abaissa avec un bruit métallique. Les spectateurs reculèrent instinctivement quand un puissant hennissement retentit de l'intérieur. 2 hommes tentaient de faire descendre un cheval, mais l'animal résistait violemment. Malik observait de loin, dissimulé derrière un pilier. Ce qu'il vit lui serra le cœur. Un magnifique percheron noir, massif et majestueux, mais dont le corps portait les marques évidentes de mauvais traitements. Des cicatrices sillonnaient ses flancs et une boiterie prononcée affectait sa démarche quand, finalement vaincu par les coups de cravache, il descendit du véhicule. « Il a un tempérament d'enfer, ce diable noir !» s'exclama Philippe avec une satisfaction malsaine. Son ancien propriétaire ne pouvait plus le gérer. Mais je sais comment mater les bêtes récalcitrantes. Le regard du percheron était un puits de terreur pure, ses naseaux dilatés, ses oreilles plaquées en arrière. Tout en lui criait la panique et la méfiance. Les amis de Philippe s'approchèrent, commentant la musculature impressionnante de l'animal, ignorant complètement ses signes de détresse. « Quelle est cette blessure à la patte ?» demanda l'un d'eux, pointant l'arrière-train du cheval. « Un accident lors d'une compétition, apparemment. Rien d'important. » Le dîner ce soir-là fut une torture pour Malik. Assis au bout de la longue table en chêne, il mangeait en silence pendant que Philippe divertissait ses invités avec des anecdotes parisiennes. Le cristal tintait, le Bordeaux coulait généreusement, et les rires fusaient à chaque remarque de l'héritier du bois. « Et le cheval noir, qu'en ferez-vous »
demanda une femme aux bijoux clinquants. Philippe reposa son verre avec une lenteur calculée. Il participera au concours hippique de Normandie le mois prochain. S'il ne performe pas, il haussa les épaules avec une indifférence glaciale. L'abattoir de Deauville est toujours à la recherche de bonne viande. Malik sentit son estomac se nouer. Il connaissait ce ton. Philippe ne plaisantait pas. Un cheval qui ne sert pas l'homme ne mérite pas la nourriture qu'il mange, ajouta-t-il en fixant délibérément Malik. Le message était clair. La comparaison à peine voilée entre le cheval inutile et le fils adoptif indésirable n'échappa à personne. Un silence gêné s'installa brièvement avant qu'un invité ne change précipitamment de sujet. Plus tard dans la soirée, alors que les invités s'étaient retirés dans leur chambre, Philippe intercepta Malik dans le couloir. « J'ai remarqué ton regard pendant le dîner », siffla-t-il, l'haleine chargée d'alcool. « Cette insolence dans tes yeux. » La première gifle prit Malik par surprise. La seconde, non. Il savait qu'il était inutile de résister. Cela ne ferait qu'empirer les choses. Philippe avait besoin de cette violence comme d'autres ont besoin d'oxygène. « Tu oublies ta place !» cracha Philippe entre deux coups. « Tu n'es rien. Un orphelin que mes parents ont recueilli par pitié. Tu devrais me remercier à genoux pour le toit que tu as au-dessus de ta tête. » Quand Philippe se lassa finalement, Malik se releva péniblement. Sa lèvre saignait et une douleur lancinante irradiait de ses côtes. Il attendit que son tourmenteur disparaisse avant de se diriger vers les écuries, son sanctuaire nocturne. L'écurie était plongée dans une semi-obscurité apaisante, uniquement troublée par la lueur d'une lanterne oubliée. Malik longeait les boxes, cherchant la paix dans les souffles réguliers des chevaux endormis, quand un mouvement brusque attira son attention. Dans le box le plus éloigné, le plus étroit, normalement réservé aux animaux malades, se trouvait le nouveau venu. Le percheron noir s'était recroquevillé contre le mur du fond, tremblant violemment malgré sa carrure imposante. Quand Malik approcha la lanterne, les yeux de l'animal s'écarquillèrent de terreur. Ce regard, Malik le reconnut instantanément. C'était le même que celui qu'il voyait chaque matin dans le miroir. Un regard qui avait vu trop de cruauté, qui ne faisait plus confiance, qui attendait perpétuellement le prochain coup. « Tu connais aussi leur douleur, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, maintenant une distance respectueuse. Le percheron souffla nerveusement, les oreilles toujours en alerte maximale. Soudain, une voix surgit de l'ombre. « Attention avec celui-là, petit. Il a déjà envoyé 2 hommes à l'hôpital à Paris. » Jean-Luc, le plus ancien palefrenier du domaine, s'approcha lentement. Son visage buriné par des décennies de travail en extérieur se plissait d'inquiétude. Philippe l'a acheté uniquement parce que l'ancien propriétaire était désespéré de s'en débarrasser. Une bête à problème, celui-là. Malik observa attentivement la posture déséquilibrée du cheval. Qu'est-il arrivé à sa patte? Jean-Luc haussa les épaules. Personne ne sait vraiment. Certains parlent d'un accident en compétition, d'autres de mauvais traitements. Ce qui est sûr, c'est qu'il est fichu pour le travail lourd. Le vieil homme s'éloigna, laissant Malik seul face au percheron terrifié. Quelque chose dans cet animal l'appelait profondément, comme une reconnaissance mutuelle de la souffrance. Les jours suivants, Malik observa discrètement les tentatives des autres employés pour dompter le cheval qu'ils avaient surnommé Tonnerre. Les méthodes traditionnelles, cravache, éperon, mort sévère, ne faisaient qu'accroître la résistance de l'animal. Après une tentative particulièrement violente qui avait presque détruit une paroi du box, le verdict tomba. Trop dangereux, un cas perdu. Mais Malik continuait d'observer. Il remarquait comment Tonnerre se calmait légèrement aux premières heures du matin, avant que l'activité de l'écurie ne commence. Il notait que les sons soudains le faisaient reculer de panique, que les objets levés au-dessus de sa tête le transformaient en bête acculée. Une décision prit forme dans son esprit, aussi claire qu'improbable. Un matin, bien avant l'aube, quand le domaine dormait encore, Malik se glissa silencieusement vers l'écurie. Il n'apportait ni cravache, ni longe, ni licol, rien que les humains utilisaient habituellement pour imposer leur volonté. Il ne portait qu'un livre usé, trouvé dans une boîte oubliée, un cadeau de Hélène Dubois des années auparavant, probablement offert par obligation plutôt que par affection. Le box de Tonnerre était plongé dans l'obscurité.
Malik s'assit sur le sol de paille, à une distance prudente, et alluma une petite lampe. Le percheron s'agita immédiatement, mais le jeune homme resta parfaitement immobile, respirant calmement. Puis, doucement, il commença à lire d'une voix basse et mélodieuse. La tristesse du coucher de soleil est parfois insupportable tant elle est belle. Les vers de Victor Hugo emplissaient l'espace entre eux. Tonnerre soufflait bruyamment, méfiant, mais n'attaquait pas. Pendant 1 heure, Malik se contenta de lire, sans jamais regarder directement l'animal, sans faire de mouvement brusque. Le lendemain matin, il revint, et le jour suivant, et celui d'après. Chaque jour, la même routine, s'asseoir, lire, partir. Jamais d'exigence, jamais de pression. Juste une présence constante, respectueuse de la peur de l'autre. Le 7e jour, quelque chose changea. Lorsque Malik termina sa lecture et se leva pour partir, Tonnerre fit un pas hésitant dans sa direction. Non pas pour attaquer, mais avec la tête légèrement inclinée, les naseaux dilatés de curiosité prudente. Le jeune homme resta immobile, respirant lentement, tandis que l'immense cheval noir tendait le cou et humait l'air à quelques centimètres de son épaule. « Nous nous reconnaissons, n'est-ce pas ?» chuchota Malik. « Les brisés reconnaissent toujours leurs semblables. »« Nous nous reconnaissons, n'est-ce pas ?» Les brisés reconnaissent toujours leurs semblables. Ces mots flottèrent dans l'air humide de l'écurie, suspendus entre l'homme et la bête comme une promesse fragile. Malik resta parfaitement immobile, n'osant même pas respirer trop fort. Tonnerre, son immense encolure tendue vers le jeune homme, les naseaux frémissants, semblait évaluer cette présence qui, contrairement à toutes les autres, n'exigeait rien de lui. Le souffle chaud du cheval effleura la joue de Malik. Puis, aussi soudainement qu'il s'était approché, l'animal recula dans l'ombre de son box, comme effrayé par sa propre audace. Mais quelque chose avait changé. Un premier pont, ténu mais réel, venait d'être jeté. Les aubes normandes étaient des fraîches, même en ce début d'été. Bien avant que le domaine ne s'éveille, Malik se glissait hors de sa chambre sous les combles, une pièce austère que les Dubois lui avaient assignée. Suffisamment éloignée des appartements familiaux pour qu'on puisse oublier sa présence. Il descendait l'escalier de service, évitant soigneusement la 3e marche qui grinçait, et se faufilait par la porte de la cuisine pour traverser la cour encore endormie. Ce matin-là, il fit un détour par le verger et glissa quelques pommes dans ses poches. Dans sa main, le livre de Victor Hugo, compagnon de ses rencontres matinales, semblait plus léger qu'à l'accoutumée. Une certaine fébrilité l'habitait depuis ce premier contact avec Tonnerre, comme si un horizon jusqu'alors invisible s'était soudain dessiné devant lui. À l'autre bout du domaine, dans le bureau lambrissé de la demeure principale, Philippe Dubois convoquait Jacques Ferrand, un dresseur réputé pour ses méthodes expéditives. « Je veux que ce cheval soit présentable pour le concours dans moins d'1 mois », exigeait Philippe en versant généreusement du cognac dans 2 verres en cristal. Peu m'importe la méthode, tant que l'animal obéit. Ferrand, un homme trapu aux mains calleuses comme du cuir, hocha la tête avec assurance. « J'ai dompté des bêtes bien plus sauvages, monsieur Dubois. Il faut simplement leur montrer qui est le maître. La douleur est un langage universel. » Le lendemain, Malik observa de loin la première tentative de dressage. 3 hommes, cordes et cravaches en main, pénétrèrent dans le box de Tonnerre. Ce qui suivit ressemblait davantage à un combat qu'à une leçon. Le percheron, acculé, se défendit avec la fureur du désespoir. Un assistant fut projeté contre la paroi, l'épaule déboîtée. Un second reçut un coup de sabot qui déchira sa botte en cuir. « Cette bête est possédée !» s'écria Ferrand en reculant, son visage rouge de colère et d'humiliation. Il faudrait l'attacher jour et nuit pour lui faire comprendre. Pendant 1 semaine, diverses techniques furent essayées. Mort de bride sévère, éperon, longe serrée. Chaque session laissait Tonnerre plus agité, plus méfiant. Une nuit, sa panique fut telle qu'il manqua de défoncer la porte de son box, se blessant davantage à l'épaule dans sa tentative. Malik continuait pourtant ses visites matinales, avant que les hommes de Ferrand n'arrivent. Il notait minutieusement les réactions du cheval. Comment un objet levé au-dessus de sa tête le faisait immédiatement se cabrer. Comment un mouvement brusque vers son flanc droit le rendait particulièrement agressif.
comment les bruits métalliques semblaient déclencher ses pires terreurs. « Quelqu'un t'a battu avec des chaînes, n'est-ce pas ?» murmura Malik un matin, observant la façon dont Tonnerre tressaillait au tintement des seaux en métal. En fouillant dans le grenier poussiéreux de la demeure, Malik découvrit une vieille caisse en bois portant les initiales d'Hélène Dubois. À l'intérieur, sous des papiers jaunis et des photographies oubliées, se trouvait un exemplaire magnifiquement relié des Misérables de Victor Hugo. Une inscription sur la première page indiquait « À mon fils adoptif, pour qu'il comprenne la beauté de notre langue. Joyeux 12e anniversaire. » Malik caressa doucement la couverture en cuir. Il se souvenait vaguement avoir reçu ce livre, mais Hélène l'avait offert lors d'une réception mondaine, comme un accessoire de sa propre générosité plutôt que comme un véritable cadeau. À l'époque, Malik lisait encore avec difficulté, intimidé par l'épaisseur de l'ouvrage et par les mots complexes qu'il contenait. Le 3e matin après sa découverte, assis sur la paille fraîche du box de Tonnerre, Malik ouvrit le livre à une page au hasard et commença à lire doucement. La suprême bonheur de la vie, c'est la conviction qu'on est aimé. Aimé pour soi-même, disons mieux. Aimé malgré soi-même. Tonnerre s'agitait dans le fond de son box, soufflant bruyamment, mais n'avançait pas vers Malik avec cette agressivité qu'il montrait aux hommes de Ferrand. Le jeune homme continua sa lecture, sa voix devenant un murmure mélodieux dans la pénombre de l'écurie. Une image surgit dans sa mémoire. Sœur Marie-Thérèse, la vieille religieuse de l'orphelinat qui lui avait appris à lire. Son visage sévère s'adoucissait quand elle lui disait « Les mots « Malik » sont des ponts entre les âmes solitaires. Quand tout te sera enlevé, ils resteront ton refuge. » Pierre Moreau, un jeune palefrenier récemment embauché, remarqua un changement subtil dans le comportement de Tonnerre. « C'est étrange », commenta-t-il en balayant l'allée centrale. « Le noir est moins agité le matin. Presque attentif, je dirais. » Jean-Luc, qui surveillait discrètement les visites matinales de Malik, haussa les épaules avec une nonchalance étudiée. Les chevaux ont leur humeur, comme nous autres. Mais le changement n'échappa pas à Jacques Ferrand, qui exigea que les séances de dressage commencent plus tôt. « Cette bête se joue de nous », fulmina-t-il. « Elle garde son énergie pour résister. » Dans le village de Saint-Étienne-du-Rouvray, les rumeurs commencèrent à circuler. Madame Clément, dont la boulangerie fournissait le pain frais à la famille Dubois depuis 3 générations, écoutait avec intérêt les commérages de ses clients. « On dit que le petit Malik parle au cheval démoniaque », chuchota Madame Lefebvre, en attendant sa baguette quotidienne. Germaine, qui fait le ménage chez les Dubois le jeudi, l'a vu entrer dans l'écurie avant l'aube. « Ce garçon a toujours eu un don avec les bêtes », répondit la boulangère en enveloppant adroitement le pain dans un papier kraft. Quand les Dubois l'ont adopté, il ne parlait presque pas français, mais il savait calmer le vieux chien hargneux de feu Monsieur Dubois père. Le 6e matin de lecture, Malik remarqua que Tonnerre restait plus proche, ses oreilles constamment tournées vers sa voix. Il ne se tenait plus dans le fond du box, mais à mi-distance, oscillant parfois d'un sabot à l'autre, comme s'il hésitait à s'approcher davantage. « Je ne sais pas si tu comprends ces mots », dit doucement Malik en refermant le livre. « Mais je crois que tu comprends l'intention derrière eux. » Il s'adossa contre la paroi du box, épuisé par ses nuits écourtées. Ses paupières s'alourdirent, malgré sa volonté de rester vigilant. Quand il rouvrit les yeux, la lumière avait changé. Il s'était assoupi. Avec un sursaut d'inquiétude, il découvrit Tonnerre immobile à seulement 2 mètres de lui, l'observant fixement de ses grands yeux bruns. Le cœur de Malik s'accéléra, mais il se força à rester calme. L'animal ne montrait aucun signe d'agressivité, juste une curiosité prudente, comme s'il étudiait cet humain qui ne se comportait pas comme les autres. Dans la cuisine du manoir, la rumeur courait déjà parmi les domestiques. « Il paraît que le cheval noir se calme quand le jeune monsieur Malik est là », murmurait Françoise, la cuisinière, en pétrissant sa pâte à pain. « Jacques Ferrand est furieux », ajouta Laurent le jardinier. « Il dit que quelqu'un sabote son travail. » Le 7e jour marqua une étape décisive. Après avoir lu un passage particulièrement émouvant sur la résilience de Jean Valjean, Malik ferma doucement le livre et se leva lentement. D'habitude, c'était le signal de son départ, une routine soigneusement établie pour ne pas brusquer l'animal. Mais cette fois,
Alors qu'il s'apprêtait à quitter le box, Tonnerre fit quelque chose d'extraordinaire. L'immense percheron avança d'un pas hésitant dans sa direction. Sa tête massive était légèrement baissée, non pas en signe de soumission, mais plutôt comme une invitation prudente. Malik resta figé, le cœur battant si fort qu'il était certain que le cheval pouvait l'entendre. Lentement, avec une délicatesse infinie, Tonnerre tendit son encolure et renifla l'air à quelques centimètres de l'épaule du jeune homme. Ce n'était pas encore un contact, mais c'était une brèche dans la muraille de peur que l'animal avait érigée autour de lui. Un acte de foi minuscule, mais significatif. « Nous nous reconnaissons, n'est-ce pas ?» murmura Malik, la voix tremblante d'émotion. Les brisés reconnaissent toujours leurs semblables. Dans le couloir sombre de l'écurie, dissimulé dans l'ombre d'un pilier, Claude Beaumont observait la scène. Le vieux vétérinaire, qui servait la famille Dubois depuis plus de 40 ans, n'en croyait pas ses yeux. En 4 décennies de pratique, il n'avait jamais vu un cheval aussi traumatisé répondre ainsi à un humain, surtout pas ce percheron que Philippe avait ramené dans un état de terreur absolue. Silencieusement, Claude sortit de sa poche un petit carnet usé et y nota quelques observations. Ce qu'il venait de voir défiait tout ce qu'il croyait savoir sur le dressage équin. Ce n'était pas de la domination, ni même de l'apprivoisement au sens traditionnel. C'était autre chose. Une forme de communication qu'il ne comprenait pas encore. Le vieil homme quitta discrètement l'écurie, l'esprit bouillonnant de questions. Si ce garçon, sans formation et sans outils, pouvait établir un tel lien avec cette créature brisée, que cela signifiait-il pour tout ce que Claude pensait savoir sur les relations entre hommes et chevaux? Dans le box, ignorant qu'ils avaient été observés, Malik et Tonnerre demeuraient dans cet instant suspendus, ni tout à fait séparés, ni tout à fait unis, mais quelque part dans cet espace fragile où la confiance commence à remplacer la peur. Le jeune homme reprit doucement sa respiration, craignant qu'un mouvement trop brusque ne brise ce moment. « À demain !» chuchota-t-il avant de reculer lentement vers la sortie. Dans le couloir obscur de l'écurie, caché dans les ombres, Claude observait la scène avec des yeux écarquillés d'étonnement. Claude se tenait immobile, dissimulé dans la pénombre de l'écurie, son carnet serré entre ses doigts ridés. 40 années de médecine vétérinaire ne l'avaient pas préparé à ce qu'il venait d'observer. Ce n'était pas simplement un jeune homme lisant à un cheval, c'était une communication d'une nature qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Les jours suivants, le vieux vétérinaire modifia discrètement ses visites matinales au domaine, arrivant bien avant l'heure habituelle. Caché derrière les ballots de foin, il observait Malik et notait méthodiquement chaque interaction dans son carnet usé. La patience du garçon était extraordinaire. Jamais il ne forçait le contact, jamais il n'exigeait de Tonnerre ce que l'animal n'était pas prêt à donner. Un matin particulièrement frais, Claude vit Malik sortir quelque chose de ses poches, des pommes cueillies dans le verger des Dubois. Le jeune homme les déposa délicatement sur la paille, à mi-distance entre lui et Tonnerre, sans geste brusque. « Je les ai choisis pour toi », murmura Malik, s'asseyant ensuite à sa place habituelle. « Prends ton temps. » Le percheron observa les fruits avec méfiance, son grand corps tendu comme une corde d'arc. Claude pouvait presque voir le conflit intérieur de l'animal. La faim contre la peur, l'instinct contre l'expérience. Après de longues minutes d'hésitation, Tonnerre avança prudemment, reniflant l'air autour des pommes avant de s'en approcher davantage. Chaque jour apportait un progrès infime mais significatif. Claude remarqua comment le cheval s'orientait progressivement vers Malik dès son entrée dans le box, comment ses oreilles se tournaient instantanément vers la voix du jeune homme, comment sa respiration s'apaisait pendant les lectures. Un matin, après avoir refermé son livre, Malik resta silencieux un long moment. Puis, presque timidement, il commença à fredonner une mélodie étrange, notes descendantes et rythmes syncopés que Claude ne reconnaissait pas. « Ma mère me chantait cette berceuse en créole avant l'incendie », confia Malik au cheval. « Je ne me souviens plus des paroles, seulement de la mélodie. » La voix du jeune homme s'éleva doucement dans la pénombre de l'écurie, hésitante d'abord, puis plus assurée. Claude fut frappé par la transformation immédiate de Tonnerre. L'imposant percheron se figea, toute son attention rivée sur Malik, les oreilles dressées dans une concentration absolue.
Quelque chose dans cette mélodie semblait toucher une corde profonde chez l'animal. Peut-être était-ce simplement la vulnérabilité dans la voix de Malik, ou peut-être ces notes particulières éveillaient-elles quelques mémoires lointaines. Quand la dernière note s'éteignit, Tonnerre souffla doucement, presque comme un soupir. Dans le village, l'histoire du garçon qui apprivoise le démon noir prenait de l'ampleur. Claude, s'arrêtant à la boulangerie de Madame Clément pour son pain quotidien, surprit une conversation entre la boulangère et plusieurs clientes. « En 40 ans, je n'ai jamais rien vu de pareil », confirma-t-il lorsque Madame Clément l'interrogea directement. « Le cheval répond à quelque chose que nous ne pouvons pas voir. » La boulangère, dont la famille servait la communauté depuis 3 générations, hocha la tête pensivement. Ce garçon a toujours été différent. Quand les Dubois l'ont ramené de Paris, il ne parlait presque pas, mais ses yeux voyaient tout. Les chevaux reconnaissent ce que nous prétendons ne pas voir, ajouta Maurice, le forgeron qui venait d'entrer. Ils sentent la peur, la cruauté et la bonté aussi. Au 7e jour après sa découverte, Malik introduisit un nouvel élément dans leur routine. Il déposa une brosse douce sur la paille, à mi-distance entre lui et Tonnerre, puis reprit sa lecture comme si de rien n'était. Le cheval observa l'objet avec suspicion, mais ne montra pas la panique habituelle que déclenchaient les outils de dressage. Patiemment, jour après jour, Malik répéta ce geste. Déposer la brosse, lire, partir. Il n'exigeait jamais que Tonnerre s'en approche, transformant l'objet en une présence familière plutôt qu'une menace. Le 10e jour, alors que Malik lisait un passage particulièrement émouvant, la tristesse du coucher de soleil est parfois insupportable tant elle est belle. Tonnerre s'approcha de la brosse et la renifla longuement. Ce fut un moment de victoire silencieuse que Claude consigna soigneusement dans son carnet. Mais cette paix matinale ne pouvait durer éternellement. Les rumeurs atteignirent inévitablement les oreilles de Philippe lors d'une visite au café du village. Marcel, le contremaître qui lui était entièrement dévoué, rapporta les commentaires entendus. « Les gens parlent d'un miracle avec le cheval noir, monsieur. Ils disent que votre frère... »« Demi-frère », corrigea sèchement Philippe. « Pardon, monsieur. Ils disent que votre demi-frère aurait une façon spéciale de communiquer avec l'animal. » Le visage de Philippe se durcit à chaque mot. Autour d'eux, les conversations s'étaient tues, les villageois écoutant discrètement tout en feignant de s'intéresser à leur café. Le déjeuner à la demeure Dubois ce jour-là fut particulièrement tendu. En l'absence de leurs parents, Philippe présidait la table avec une froideur calculée. Les domestiques se déplaçaient sur la pointe des pieds, sentant l'orage qui couvait. « J'ai entendu des choses intéressantes aujourd'hui », commença Philippe, découpant sa viande avec une précision menaçante. « Il paraît que tu joues les charmeurs de chevaux avec mon percheron. » Malik garda les yeux baissés sur son assiette. « Je ne le dresse pas. Tu perds ton temps, » l'interrompit Philippe, frappant la table du poing. « Ce cheval a moins d'1 mois pour être prêt pour le concours, où il sera vendu à l'abattoir de Deauville. Et toi, tu as du travail dans les vignes, tu ne devrais pas gaspiller des heures précieuses. » Malik sentit une colère rare monter en lui. Il a été maltraité. Il a besoin de temps pour faire confiance à nouveau. Un sourire cruel étira les lèvres de Philippe. Un cheval qui ne sert pas l'homme ne mérite pas la nourriture qu'il mange, tout comme certains orphelins. Le message était d'une clarté brutale. Philippe assimilait directement le destin du cheval à celui de Malik. La menace planait dans l'air comme un nuage toxique. Malgré l'interdiction, Malik continua ses visites secrètes, mais l'approche devint plus difficile. Philippe avait assigné Marcel à la surveillance de Tonnerre, avec ordre d'appliquer des méthodes efficaces de dressage. L'animal régressa rapidement, redevenant agressif et méfiant sous ce nouveau régime de brutalité. C'est Madame Clément qui offrit la première aide concrète. Sa petite boulangerie, située à l'entrée du village, possédait une arrière-cour où elle entreposait farine et équipements. « Mon fils avait un vieux cheval avant de partir pour Lyon, » dit-elle à Malik lorsqu'il vint chercher le pain. « J'ai encore quelques équipements dans la grange derrière la boutique. Peut-être pourraient-ils t'être utiles, si tu sais comment les utiliser discrètement. » La nouvelle concernant la connexion spéciale entre le fils adoptif des Dubois et le cheval problématique se répandit comme une traînée de poudre. La Normandie rurale avait ses propres lois non écrites,
et la cruauté de Philippe envers les travailleurs et les animaux était connue de tous, même si personne n'osait défier ouvertement la puissante famille. Le dimanche suivant, l'église Saint-Pierre était inhabituellement remplie. Le père Thomas, un homme d'une 60aine d'années au visage bienveillant, commença son sermon sur un thème inattendu. Saint François d'Assise nous enseigne que les créatures de Dieu méritent notre respect et notre protection, déclara-t-il, son regard se posant délibérément sur Philippe, assis au premier rang, comme l'exigeait son statut. Dieu nous a donné pouvoir sur les animaux pour que nous les protégions, non pour que nous les soumettions avec cruauté. Un murmure parcourut l'assemblée. Jamais le père Thomas n'avait fait de remarque aussi directe. Philippe, le visage empourpré, fixait le prêtre avec une rage à peine contenue. Le soutien silencieux de la communauté se manifesta de diverses manières dans les jours qui suivirent. Jean-Luc, le palefrenier le plus ancien, commença à oublier de verrouiller l'écurie certaines nuits. « J'ai une mémoire qui flanche parfois », confia-t-il à Malik avec un clin d'œil. « Surtout les mardis et jeudis, après 22 heures. » Maurice, le forgeron du village, offrit d'examiner la pâte de Tonnerre sous prétexte de vérifier ses fers. Son verdict confirma les soupçons de Malik. « Ce n'est pas une malformation de naissance », expliqua-t-il en passant ses mains calleuses sur le membre blessé du cheval qui, étonnamment, se laissa faire. Quelqu'un a fracturé cette patte et l'a laissé guérir de travers, probablement en le forçant à tirer une charge excessive. La tension monta encore d'un cran lorsque Philippe surprit Jean-Luc en conversation avec Malik près des écuries. « Je te paie pour t'occuper des chevaux, pas pour fraterniser avec ce vaurien, aboya-t-il. La prochaine fois, c'est ton poste qui sera en jeu. » 2 semaines avant le concours hippique, un incident critique se produisit. Lors d'une de ses visites nocturnes clandestines, Malik trouva Tonnerre dans un état alarmant. L'imposant percheron gisait sur la paille, tremblant violemment, refusant eau et nourriture. Sa respiration était laborieuse et une chaleur anormale émanait de son corps. Sans hésiter, Malik pénétra entièrement dans le box, un risque qu'il n'avait jamais pris auparavant. Tonnerre, malgré sa faiblesse, tenta de se redresser, menaçant brièvement avant de reconnaître le jeune homme. Quelque chose dans son regard changea alors, une sorte d'abandon, comme s'il remettait son sort entre les mains de cet humain différent des autres. Malik sortit de sa veste un petit sachet d'herbes médicinales, une recette ancienne que la mère de Madame Clément, une femme de 90 ans, lui avait enseignée. Ces plantes guérissent les chevaux depuis l'époque de mes grands-parents, avait affirmé la vieille dame. Toute la nuit, Malik resta auprès du cheval fiévreux, appliquant des compresses fraîches sur son front, murmurant des paroles rassurantes, lui chantant doucement la berceuse créole. Ses mains parcouraient avec précaution le corps puissant de l'animal, cherchant la source de son mal, massant délicatement les zones tendues. À l'aube, lorsque la fièvre céda enfin, Tonnerre reposa sa tête massive sur les genoux de Malik. Un geste de confiance absolue qui arracha des larmes aux yeux du jeune homme. Il caressa l'encolure noire, sentant sous ses doigts les cicatrices anciennes qui racontaient une histoire de souffrance que personne n'avait pris la peine d'écouter. Jean-Luc, arrivant pour son travail matinal, découvrit cette scène improbable. Le redoutable percheron noir, que personne n'osait approcher, paisiblement endormi avec sa tête posée sur les jambes du jeune homme, tandis que celui-ci, épuisé mais vigilant, continuait de murmurer des mots de réconfort. « Mon Dieu !» souffla le vieux palefrenier. « C'est un miracle. » Ce qu'il ne savait pas encore, c'était qu'au loin, sur la route menant au manoir, un nuage de poussière annonçait le retour inattendu des maîtres du bois, revenant précipitamment de Paris. Un nuage de poussière s'élevait sur la route du domaine, annonçant l'arrivée imprévue des Dubois. Jean-Luc, encore figé par la scène extraordinaire qu'il venait de découvrir, sortit précipitamment de l'écurie et courut vers la maison principale pour alerter les domestiques. Malik, épuisé mais déterminé, resta auprès de Tonnerre, continuant d'appliquer les compresses d'herbe sur le front encore chaud de l'animal. « Ils reviennent, mon ami », murmura-t-il en caressant l'encolure du percheron. « Mais je ne te laisserai pas. » Tonnerre émit un souffle profond, comme s'il comprenait. Sa fièvre avait baissé, mais son état restait préoccupant.
Cette nuit de veille avait marqué un tournant. Plus qu'une simple avancée dans leur relation, c'était une alliance forgée dans l'adversité. Dans la cour principale, la berline noire des Dubois s'immobilisa dans un crissement de gravier. Gérard Dubois, homme austère aux tempes grisonnantes, descendit le premier, suivi d'Hélène, son épouse, dont l'élégance parisienne semblait déplacée dans la rusticité normande. Les domestiques s'empressèrent autour d'eux, déchargeant bagages et paquets. Philippe, surpris par ce retour inattendu, accueillit ses parents avec un sourire forcé. « Quelle surprise! Nous ne vous attendions que la semaine prochaine. »« Un problème avec nos associés parisiens, » répondit laconiquement Gérard. « L'affaire est réglée maintenant. Comment vont les choses ici ?» Avant que Philippe ne puisse répondre, Marie, la femme de chambre, s'approcha timidement. « Monsieur, madame, il y a quelque chose que vous devriez peut-être savoir. » L'hésitation dans sa voix attira immédiatement l'attention d'Hélène. « Qu'y a-t-il, Marie ?»« C'est à propos du nouveau cheval et de Malik, madame. » Philippe intervint brusquement. « Rien qui mérite votre attention après un long voyage. Des racontards domestiques. » Mais le mal était fait. Gérard Dubois fronça les sourcils, son regard passant de Marie à son fils aîné. « Nous en discuterons au déjeuner. » Pendant ce temps, Malik avait quitté l'écurie par une porte dérobée, évitant soigneusement d'être vu. Il connaissait chaque recoin du domaine, chaque passage secret que les maîtres ignoraient. Il se faufila jusqu'aux cuisines, où Françoise, la cuisinière, lui glissa discrètement un morceau de pain et du fromage. « Ils sont revenus, » chuchota-t-elle. « Et Philippe est furieux de ne pas avoir été prévenu. Fais attention à toi, petit. » L'interdiction d'approcher Tonnerre devint encore plus stricte. Marcel, le contremaître dévoué à Philippe, fut posté en permanence près des écuries, ses méthodes brutales reprenant de plus belle. Malik observait de loin, impuissant, comment l'animal qu'il avait commencé à guérir redevenait anxieux et agressif. Tonnerre résistait maintenant activement à toute tentative d'approche. Il se cabrait violemment quand Marcel essayait de lui passer un licol, frappait les parois de son box quand on l'approchait avec une cravache. Dans ses yeux, Malik pouvait voir revenir cette terreur profonde qu'il avait mis tant d'efforts à apaiser. Un après-midi, alors qu'il terminait son travail dans les vignes, Malik fut abordé par Madame Clément qui livrait son pain au domaine. La vieille boulangère s'assura que personne ne les observait avant de parler. « Mon fils avait un vieux cheval avant de partir pour Lyon, » dit-elle à voix basse. « J'ai encore quelques équipements dans la grange derrière ma boutique. Si tu sais comment les utiliser discrètement, ils pourraient être utiles. » Malik comprit l'offre implicite. « Je passerai demain à l'aube, madame. » Ce soir-là, au dîner, l'atmosphère était électrique. Pour la première fois depuis son adoption, Malik remarqua qu'Hélène l'observait avec une attention particulière, comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. Gérard, quant à lui, interrogeait Philippe sur les préparatifs du concours hippique. « J'ai entendu parler de ton nouveau percheron, » dit-il entre deux bouchées. « Un ancien champion, paraît-il ?» Philippe s'empressa de vanter l'animal, omettant soigneusement de mentionner sa boiterie et son état psychologique. « Il sera prêt pour le concours, père. J'ai engagé les meilleurs dresseurs. » « Et comment s'appelle-t-il, ce cheval ?» demanda Hélène, son regard glissant vers Malik. « Tonnerre », répondit Philippe. « Un nom qui sied à sa nature impétueuse. »« J'aimerais le voir demain, » décida Gérard. « Un investissement de cette importance mérite mon attention. » Le dimanche suivant, l'église Saint-Pierre connut une affluence inhabituelle. Le père Thomas, connu pour ses sermons prudents et consensuels, surprit toute l'assemblée par le thème de son prêche. « Mes chers paroissiens, aujourd'hui j'aimerais vous parler de notre responsabilité envers les créatures que Dieu a confiées à notre garde. » Son regard se posa délibérément sur Philippe, assis au premier rang. Saint François d'Assise nous enseigne que toutes les créatures méritent notre respect et notre compassion. Dieu nous a donné pouvoir sur les animaux pour que nous les protégions, non pour que nous les soumettions avec cruauté. Un murmure parcourut l'église. Jamais le père Thomas n'avait fait une allusion aussi directe aux agissements d'un membre de la communauté, surtout pas d'un Dubois. En sortant de l'église, Philippe confronta le prêtre sur le parvis.
N'utilisez pas votre chair pour vous mêler de mes affaires, mon père. Le vieux prêtre soutint son regard sans ciller. Je parle de principes moraux universels, monsieur Dubois. Si vous y voyez une référence personnelle, c'est peut-être votre conscience qui vous parle. Jean-Luc, qui avait assisté à l'échange, approcha Malik plus tard dans la journée. « Je deviens étourdi avec l'âge », confia-t-il avec un clin d'œil complice. « Certains soirs, j'oublie complètement de verrouiller la porte est de l'écurie, particulièrement les mardis et jeudis, après 22 heures. Maurice, le forgeron barbu dont les bras puissants forgèrent le fer comme de la pâte à modeler, proposa ses services pour examiner la patte de Tonnerre. Sous prétexte de vérifier ses fers, il put observer attentivement la blessure. « Ce n'est pas un défaut de naissance », expliqua-t-il à Malik après son examen. « Quelqu'un a brisé cette patte et l'a laissé guérir de travers, probablement en le forçant à tirer une charge bien au-delà de ses capacités, même pour un percheron. » Le visage du jeune homme s'assombrit. « Philippe ?» Maurice haussa les épaules. « Je ne peux pas l'affirmer. Mais ce cheval a été délibérément brisé par quelqu'un qui connaissait exactement ce qu'il faisait. » Un réseau informel de soutien se forma progressivement autour de Malik et Tonnerre. La mère de Madame Clément, une Normande de 90 ans au visage aussi ridé qu'une pomme d'hiver, lui enseigna les recettes d'herbes médicinales transmises dans sa famille depuis des générations. « Voilà pour les inflammations », expliqua-t-elle en lui montrant un mélange d'écorce de saule, de prêle et d'arnica. « Et ceci pour calmer un cheval nerveux. Nos ancêtres soignaient leurs bêtes bien avant l'arrivée des vétérinaires. » Philippe intensifia la surveillance, engageant même un garde nocturne pour l'écurie. Mais le sort semblait s'acharner contre lui. L'homme s'endormait mystérieusement après avoir bu le vin que Jean-Luc lui offrait généreusement chaque soir. Lors d'une nuit particulièrement sombre, Malik put enfin retourner auprès de Tonnerre. Ce qu'il découvrit le bouleversa profondément. En seulement quelques jours sous les soins brutaux de Marcel, le percheron avait régressé dramatiquement. Il se tenait dans le fond de son box, tremblant violemment à l'approche de toute présence humaine. « Mon Dieu, qu'ont-ils fait ?» murmura Malik, la gorge serrée. Tonnerre soufflait bruyamment, ses yeux injectés de sang révélant son état d'épuisement et de stress. Malik resta immobile à l'entrée du box, respectant la distance que l'animal semblait exiger. Doucement, il commença à fredonner la berceuse créole, espérant que la mélodie éveillerait quelques souvenirs de leurs moments partagés. Progressivement, la respiration du cheval se calma. Ses oreilles, d'abord plaquées en arrière en signe d'agressivité défensive, se redressèrent légèrement, s'orientant vers la source de cette musique familière. « C'est moi », chuchota Malik. « Je suis revenu. » Il fallut presque 1 heure avant que Tonnerre accepte sa présence dans le box. Chaque pas de Malik était mesuré, chaque geste télégraphié à l'avance pour ne pas surprendre l'animal. Quand enfin il put s'approcher suffisamment pour le toucher, il découvrit de nouvelles marques sur son encolure, des traces de cravache encore fraîches. Une colère froide s'empara de lui, mais il la contint, sachant que Tonnerre percevrait immédiatement ce changement émotionnel. Au lieu de cela, il se concentra sur le moment présent, appliquant délicatement les herbes médicinales sur les blessures. 2 jours plus tard, une catastrophe se produisit. Alors que Malik travaillait dans les vignes, un cri retentit du côté des écuries. Il se précipita pour découvrir Marcel étendu au sol, le visage ensanglanté, tandis que Tonnerre se cabrait furieusement dans son box, manquant de défoncer la porte. « Cette bête est possédée !» hurla Marcel en se relevant péniblement. « Elle a essayé de me tuer !» Philippe arriva sur les lieux, son visage déformé par la rage. « C'est la dernière fois. Demain, il part pour l'abattoir, concours ou pas. » Cette nuit-là, bravant l'interdiction formelle, Malik se glissa jusqu'à l'écurie. Tonnerre était dans un état d'agitation extrême, tournant frénétiquement dans son box comme un animal sauvage en cage. Dès qu'il aperçut Malik, il s'immobilisa, ses naseaux dilatés, son corps entier tendu comme un arc. « Je sais que tu as peur », murmura le jeune homme. « Marcel t'a fait du mal, n'est-ce pas ?» Pendant de longues minutes, ils restèrent ainsi, s'observant mutuellement dans la pénombre. Puis, lentement, Tonnerre abaissa sa tête massive. Ce n'était pas un geste de soumission, mais plutôt de reconnaissance, comme s'il identifiait en Malik un allié dans un monde hostile.
Cette nuit marqua un tournant. Malik resta jusqu'à l'aube, soignant les nouvelles blessures du cheval, lui parlant continuellement d'une voix douce. Quand il dut partir avant l'arrivée des palefreniers, Tonnerre émit un hennissement bas, presque un gémissement, qui déchira le cœur du jeune homme. « Je reviendrai », promit-il. « Nous trouverons une solution. » 3 jours plus tard, Malik découvrit avec horreur que Tonnerre était tombé gravement malade. Couché dans la paille, tremblant de fièvre, l'imposant percheron refusait toute nourriture. Son état était si préoccupant que même Claude, le vétérinaire, semblait désemparé. « Je lui ai administré des antibiotiques, mais il refuse de se battre », expliqua-t-il à Philippe. « Parfois, les animaux abandonnent simplement la volonté de vivre. » Cette nuit-là, défiant toute prudence, Malik passa la nuit entière dans le box, appliquant les remèdes de la vieille Normande, chantant doucement, massant les muscles endoloris du cheval. Il lutta contre la fièvre qui consumait Tonnerre. Aux premières lueurs de l'aube, quand la fièvre commença enfin à baisser, l'immense cheval noir posa doucement sa tête sur les genoux de Malik. Ce geste, d'une confiance absolue, arracha des larmes au jeune homme qui caressa l'encolure puissante avec une tendresse infinie. Jean-Luc, arrivant pour le travail matinal, s'arrêta net devant cette scène incroyable. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « C'est un miracle. » Au loin, sur la route menant au manoir, la poussière annonçait l'arrivée inattendue des maîtres Dubois, retournant précipitamment de leur voyage à Paris. Le retour précipité des Dubois bouleversa l'équilibre fragile du domaine. À peine descendue de voiture, Hélène fut frappée par l'agitation inhabituelle qui régnait parmi les domestiques. Des regards fuyants, des chuchotements interrompus à son approche. Quelque chose se tramait clairement sous la surface polie du quotidien. « Gérard, as-tu remarqué comme tout le monde semble étrange ?» murmura-t-elle à son mari, tandis qu'il traversait le hall d'entrée. Monsieur Dubois, homme d'affaires pragmatique, peu enclin aux subtilités émotionnelles, haussa les épaules. Le personnel est toujours nerveux quand nous revenons sans prévenir. Philippe s'empressa d'accaparer l'attention de ses parents, les inondant de nouvelles sur les affaires du domaine et les dernières commandes de grands restaurants parisiens. Pas une seule fois il ne mentionna Tonnerre ou Malik. Ce silence calculé n'échappa pas à Hélène. Lors du dîner, elle observa discrètement son fils adoptif, surprenant une meurtrissure fraîche sur sa pommette qu'il tentait maladroitement de dissimuler. Une sensation inconfortable s'installa en elle, une culpabilité diffuse qu'elle s'efforçait d'ignorer depuis des années. « J'ai entendu parler d'un nouveau cheval », dit-elle soudainement, interrompant Philippe en plein monologue sur la qualité exceptionnelle du millésime à venir. Un silence pesant tomba sur la table. Philippe reposa lentement son verre, son visage se durcissant imperceptiblement. « Un percheron noir, n'est-ce pas ?» poursuivit Hélène. « Comment s'appelle-t-il déjà ?»« Tonnerre », répondit Malik, parlant pour la première fois de la soirée. Sa voix était calme, mais quelque chose dans son regard avait changé, une détermination nouvelle que sa mère adoptive n'avait jamais remarquée auparavant. Le lendemain matin, des investisseurs vinicoles de Bordeaux arrivèrent pour une dégustation. Philippe les accueillait dans la cave principale, lorsque l'un d'eux, un homme corpulent au visage jovial, demanda innocemment « Et le miracle du cheval noir dont tout le monde parle dans la région ?» Philippe s'étrangla presque avec son vin. « Pardon ? Votre percheron boiteux », précisa un autre invité. « On raconte que votre frère a accompli quelque chose d'extraordinaire avec lui. »« Demi-frère », corrigea automatiquement Philippe. « Et ce ne sont que des superstitions paysannes. Ce cheval est simplement en cours de dressage classique. » Mais le mal était fait. Les questions continuèrent à pleuvoir, obligeant Philippe à expliquer maladroitement pourquoi les invités ne pouvaient pas voir cette merveille équine dont ils avaient tant entendu parler. Lorsque les visiteurs eurent enfin quitté le domaine, Philippe chercha Malik avec une rage à peine contenue. Il le trouva près des écuries, observant de loin le box où Tonnerre était maintenu isolé. « Toi !» rugit-il en l'empoignant violemment par le col. « Tu me fais passer pour un imbécile. » Il poussa Malik contre le mur de pierre, son visage déformé par la colère. Un orphelin sans éducation, réussissant là où des professionnels échouent. Tu te crois malin ? Dans son box, Tonnerre perçut immédiatement la violence de la scène.
Son hennissement furieux résonna comme un coup de tonnerre dans l'écurie silencieuse. L'écho sembla amplifier la colère de Philippe. « Le concours est dans 3 jours, siffla-t-il entre ses dents. Comment penses-tu présenter un cheval boiteux dans une compétition d'élite? C'est le comble du ridicule. » Il relâcha brusquement Malik, lissant sa chemise d'un geste nerveux. « Demain même, Tonnerre sera vendu à l'abattoir de Deauville. Cette mascarade a assez duré. » Le jeune homme resta immobile, le dos contre la pierre froide. « Tu ne peux pas faire ça, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Je ne peux pas ?» Philippe éclata d'un rire sans joie. « Ce cheval m'appartient légalement. Je peux en faire exactement ce que je veux. » Quand Philippe s'éloigna enfin, Malik se laissa glisser le long du mur, le cœur battant douloureusement dans sa poitrine. La nouvelle de cette décision cruelle se répandit dans le village avec une rapidité stupéfiante. 1 heure à peine après la confrontation, Malik courait désespérément vers la boulangerie de Madame Clément. La vieille femme terminait justement sa journée, essuyant la farine de ses mains sur son tablier usé. « Il va le tuer », balbutia Malik, à bout de souffle. « Demain, l'abattoir. » Madame Clément comprit instantanément. Sans un mot, elle verrouilla la porte de sa boutique et retourna l'écriteau, fermé, vers l'extérieur. « Viens », dit-elle simplement. Dans l'arrière-boutique, une douzaine de villageois s'étaient déjà rassemblés. Jean-Luc, Maurice le forgeron, Claude le vétérinaire, et même le père Thomas, son col ecclésiastique contrastant étrangement avec l'environnement rustique de la boulangerie. « Nous savons », annonça Madame Clément en guidant Malik vers une chaise vacante. « Les nouvelles vont vite ici. » L'atmosphère était lourde de tension et d'indignation contenue. Maurice frappait rythmiquement son poing dans sa paume, comme s'il façonnait mentalement un fer à cheval particulièrement difficile. « Ce que Philippe fait est une cruauté inutile », déclara fermement Madame Clément, exprimant ce que tous pensaient. « Nous avons tous vu comment ce cheval s'est transformé. Et nous savons tous que ce n'est pas le premier animal que Philippe maltraite jusqu'à destruction. » Le père Thomas ajusta nerveusement son col. La famille Dubois emploie la moitié du village, directement ou indirectement. Les défier ouvertement pourrait avoir des conséquences graves. « Des conséquences plus graves que notre conscience ?» rétorqua Jean-Luc, le plus âgé des palefreniers. « Je travaille pour eux depuis 30 ans et j'ai vu des choses qui me tiennent éveillé la nuit. » Un débat animé s'ensuivit, certains prônant la prudence, d'autres l'action immédiate. Malik écoutait en silence, son esprit entièrement focalisé sur Tonnerre, seul dans son box, ignorant le destin cruel qui l'attendait. Finalement, une décision fut prise. Ils aideraient Malik à cacher Tonnerre, jusqu'à ce qu'une solution permanente puisse être trouvée. Aux limites de la propriété du bois existait une grange abandonnée, utilisée au siècle précédent pour stocker le foin. Ce serait leur refuge. « Le vieux bâtiment derrière les pommiers ?» demanda Malik. « Mais comment y amener Tonnerre sans être vu ?» Maurice déroula une carte rudimentaire de la région sur la table de la boulangerie. « Le chemin principal est trop risqué, mais il existe un ancien sentier forestier qui longe la propriété. Peu l'utilisent maintenant, mais il est encore praticable. » Le plan fut élaboré avec une précision militaire. Jean-Luc oublierait de verrouiller l'écurie cette nuit. Claude fournirait un léger sédatif pour calmer Tonnerre pendant le transfert. Les enfants de Maurice feraient diversion en lâchant quelques poules dans la cour principale, attirant l'attention des gardes engagés par Philippe. « Et ensuite ?» demanda le père Thomas. « Vous ne pourrez pas cacher éternellement un cheval de cette taille. » Personne n'avait de réponse à cette question. Pour l'instant, l'urgence était d'éviter l'abattoir. La nuit tombée, Malik se faufila jusqu'à l'écurie, le cœur battant. Comme promis, la porte n'était pas verrouillée. Tonnerre s'agita immédiatement en le voyant, percevant sans doute la tension qui émanait du jeune homme. « Nous devons partir, mon ami », chuchota Malik, entrant doucement dans le box. « Fais-moi confiance une dernière fois. » Avec une patience infinie, il passa un simple licol autour de la tête du percheron. Tonnerre résista d'abord, méfiant face à tout équipement. Mais la voix douce de Malik et le léger sédatif administré plus tôt dans sa nourriture firent leur effet. Le trajet à travers les terres du domaine fut une épreuve de nerfs.
Malik guidait Tonnerre par le sentier forestier obscur, s'arrêtant au moindre bruit suspect. Le cheval, comme s'il comprenait la gravité de la situation, suivait en silence absolu, ses sabots semblant à peine effleurer le sol malgré sa taille imposante. La grange abandonnée apparut enfin, silhouette massive se découpant contre le ciel étoilé. L'intérieur sentait le foin ancien et la poussière, mais Maurice et ses fils avaient déjà préparé un espace confortable. Paille fraîche, eau et même quelques pommes posées dans un vieux seau. À la lueur tremblotante d'une lanterne, Malik enlaça le cou puissant de Tonnerre. « Je ne les laisserai pas te faire du mal à nouveau », promit-il, la gorge serrée par l'émotion. La fureur de Philippe, le lendemain matin, fut monumentale. Découvrant le box vide, il convoqua tous les employés dans la cour principale, son visage congestionné par la rage. « Qui a osé ?» hurla-t-il, postillonnant de colère. « Qui a volé mon cheval ?» Personne ne parla. Les domestiques, les jardiniers, les palefreniers, tous gardaient les yeux baissés, évitant soigneusement le regard furieux de leur employeur. « Je vous préviens », menaça Philippe, sa voix dangereusement basse. « Le responsable sera non seulement renvoyé, mais poursuivi pour vol. Et quiconque l'a aidé subira le même sort. » Il remarqua alors l'absence de Malik. Ses yeux se rétrécirent, la compréhension se faisant jour sur son visage. « Trouvez-le », ordonna-t-il à Marcel. « Et trouvez ce maudit cheval. » Pendant 2 semaines, Malik et Tonnerre vécurent dans la grange abandonnée, survivant grâce au réseau de soutien formé par les habitants du village. Des enfants apportaient de la nourriture dissimulée dans des paniers de pique-nique. Maurice visitait régulièrement pour vérifier la patte du cheval. Madame Clément fournissait des informations précieuses sur les mouvements de Philippe. Malgré les circonstances précaires, la relation entre Malik et Tonnerre s'épanouissait. Dans ce calme relatif, loin des bruits et des pressions du domaine, le cheval s'ouvrait davantage chaque jour. Il acceptait maintenant d'être touché, brossé, et laissait même Malik poser une légère couverture sur son dos. La tension monta d'un cran lorsque Philippe découvrit, grâce à un informateur, que son demi-frère adoptif se cachait encore dans la région. En démonstration de pouvoir, il ordonna que les familles de tous les employés soient interrogées, suggérant que ceux qui aidaient le voleur perdraient non seulement leurs emplois, mais aussi leurs maisons louées sur les terres des Dubois. La peur se répandit. Certains villageois cessèrent d'apporter leur aide, craignant des représailles. Malik comprenait parfaitement le risque qu'il représentait pour ceux qui le soutenaient et envisagea de se rendre. Mais l'idée de Tonnerre emmené à l'abattoir lui était insupportable. Un soir, alors que la pluie battait violemment contre le toit de la vieille grange, Claude, le vétérinaire, apparut soudainement, trempé jusqu'aux os. Sous sa veste, il protégeait une épaisse enveloppe de documents. « Philippe ne fait pas simplement preuve de cruauté », annonça-t-il, tendant les papiers à Malik. « Il dissimule un crime. » À la lueur vacillante de la lanterne, Malik découvrit la véritable histoire de Tonnerre. Le cheval avait été champion de nombreuses compétitions sous un autre propriétaire, un éleveur respecté de Caen. Philippe l'avait acheté après avoir perdu un pari et, frustré par l'animal qui refusait de répondre à ses méthodes brutales, avait délibérément causé la blessure à sa patte arrière en le forçant à tirer un poids excessif. « Il y a plus », continua Claude, son visage grave dans la pénombre. « Ce n'est pas la première fois. Ces 5 dernières années, au moins 7 chevaux de valeur ont subi des accidents mystérieux sous la garde de Philippe, tous assurés pour des sommes considérables. » Malik resta sans voix, les documents tremblants dans ses mains. Cette révélation changeait tout. Ce n'était plus simplement une question de sauver Tonnerre. C'était dévoiler un système d'abus systématique que Philippe avait maintenu pendant des années. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Le père Thomas a réussi à contacter discrètement tes parents adoptifs à Paris, » répondit Claude. Il leur a révélé une partie de la situation, sans que Philippe le sache. Pendant ce temps, Jean-Luc rassemble des témoignages d'autres palefreniers sur les mauvais traitements systématiques infligés aux animaux. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, martelant le toit de la grange comme pour souligner l'urgence de la situation. Tonnerre s'approcha doucement de Malik, posant sa tête massive sur l'épaule du jeune homme, un geste de confiance qui semblait dire « Je suis avec toi ». Tandis que la tempête rugissait au dehors,
Malik comprit que le véritable affrontement était désormais inévitable. Tandis que la tempête rugissait au dehors, Malik comprit que le véritable affrontement était désormais inévitable. Le vent s'engouffrait dans les interstices de la vieille grange, faisant trembler les planches disjointes et créant une mélodie lugubre qui s'accordait parfaitement à son humeur. À ses côtés, Tonnerre semblait partager cette conscience aiguë du danger qui se rapprochait. À l'aube, Malik s'éveilla en sursaut sur la paille humide. Il avait dormi à peine quelques heures, son sommeil peuplé de cauchemars où Philippe traînait Tonnerre vers un abattoir aux murs écarlates. Le percheron, comme s'il percevait ces images résiduelles, l'observait de ses grands yeux attentifs. « Bonjour, mon ami », murmura Malik en se redressant. « Encore un jour de liberté volée. » Le jeune homme sortit prudemment de la grange pour scruter les environs. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une brume argentée qui flottait entre les pommiers. Dans cette lumière diffuse, le monde semblait suspendu entre deux réalités. Les jours suivants s'écoulèrent, selon une routine précaire. Chaque matin, Malik entraînait doucement Tonnerre dans le petit enclos improvisé derrière la grange. Le cheval répondait désormais à des commandes uniquement vocales, un progrès qui aurait semblé miraculeux quelques semaines plus tôt. « Tu vois » disait Malik en guidant le percheron à travers des mouvements simples. « Nous n'avons pas besoin de leur méthode. Nous avons notre propre langage. » Tonnerre, dont la posture s'était transformée au fil des jours, portait maintenant sa tête avec une dignité retrouvée malgré sa claudication permanente. Sa peur n'avait pas disparu. Elle ne disparaîtrait probablement jamais entièrement, mais elle ne le dominait plus. Un matin, alors que la brume se dissipait lentement, Malik aperçut deux silhouettes familières approchant discrètement de la grange. Antoine et Marie, les enfants du boulanger, portant leur panier habituel. Leur arrivée était toujours un moment de joie, mais aujourd'hui, leurs visages graves alertèrent immédiatement Malik. « Philippe a engagé des hommes de Rouen », chuchota Antoine, jetant des regards inquiets par-dessus son épaule. « Des sortes de détectives privés. Ils sont arrivés hier soir à l'auberge. » Marie hocha vigoureusement la tête, ses tresses blondes rebondissant sur ses épaules. « Ils ont des cartes du domaine et parlent de fouiller chaque mètre carré. » La nouvelle tomba comme une pierre dans l'estomac de Malik. Le temps leur manquait. Même cette cachette, si précaire fût-elle, ne resterait pas secrète bien longtemps face à une recherche systématique. « Merci de m'avoir prévenu, » dit-il, serrant brièvement les épaules des enfants. « Soyez prudents en rentrant. Prenez le chemin le plus long. » Après leur départ, Malik s'assit sur une souche d'arbre devant la grange, l'esprit en ébullition. Tonnerre s'approcha et posa doucement son museau contre sa joue, un geste de réconfort qui aurait été impensable quelques semaines auparavant. « Que devons-nous faire maintenant ?» murmura-t-il, caressant l'encolure puissante. « Où pourrions-nous aller que Philippe ne nous trouverait pas ?» La réponse était douloureusement évidente. Nulle part. La Normandie n'était pas assez vaste pour dissimuler un cheval aussi remarquable que Tonnerre, surtout avec l'argent et l'influence des Dubois. Au crépuscule, Jean-Luc apparut, le visage sombre. « La pression augmente », annonça-t-il sans préambule. Philippe a convoqué tous les employés cet après-midi. Il a déclaré que quiconque aiderait le voleur et sa bête perdrait non seulement son emploi, mais aussi son logement sur les terres Dubois. Malik sentit son cœur se serrer. La plupart des villageois vivaient dans des maisons appartenant à la famille depuis des générations. Être expulsé signifiait perdre non seulement un toit, mais toute une histoire familiale. Certains ont peur, continua Jean-Luc, son regard fuyant pour la première fois. Des familles avec des enfants, des personnes âgées. Ils ne peuvent pas risquer tout cela. Je comprends, répondit Malik, et c'était vrai. La culpabilité le rongeait désormais. Chaque bouchée de pain apporté en secret, chaque seau d'eau pour Tonnerre représentait un risque énorme pour ceux qui l'aidaient. Les jours suivants, les visites se firent plus rares. Les paniers de nourriture contenaient moins, et parfois personne ne venait. Malik rationna soigneusement leurs maigres provisions, s'assurant que Tonnerre mangeait avant lui. Une nuit particulièrement froide, alors que les étoiles brillaient avec une clarté presque douloureuse, Malik sentit un changement chez le percheron. L'animal, habituellement calme dans leur routine nocturne, semblait agité, ses oreilles constamment en mouvement,
ses naseaux dilatés comme s'il percevait un danger invisible. « Qu'y a-t-il » chuchota Malik, scrutant l'obscurité environnante. Tonnerre émit un souffle profond, presque un gémissement, et pressa sa tête contre la poitrine du jeune homme. Ce geste, d'une confiance et d'une vulnérabilité absolue, brisa quelque chose en Malik. « Je sais », murmura-t-il, enlaçant l'encolure puissante. « Peut-être devrais-je me rendre. Je ne peux pas laisser d'autres souffrir à cause de nous. » Le cheval recula légèrement, fixant Malik avec une intensité troublante, comme s'il comprenait exactement ce qui était en jeu. À l'aube, une décision était prise. Malik écrivit une brève lettre qu'il confia à un jeune garçon passant par hasard près de la grange. Une note destinée à Claude, expliquant son intention de se rendre à Philippe pour épargner davantage de souffrance à la communauté. La journée s'écoula lentement, chaque heure semblant s'étirer indéfiniment tandis que Malik attendait une réponse, un conseil, un miracle. Au crépuscule, alors que l'espoir s'amenuisait, un bruit de pas précipité attira son attention. Claude apparut, trempé non par la pluie cette fois, mais par la sueur de l'effort. À 67 ans, le vétérinaire n'était plus habitué à courir à travers champs, mais l'urgence avait clairement dicté sa hâte. « Ne fais rien de précipité », haleta-t-il, s'appuyant contre le chambranle de la porte. « Les choses évoluent. Le père Thomas a réussi à contacter tes parents adoptifs à Paris. » Malik sentit un mélange d'espoir et d'appréhension monter en lui. Gérard et Hélène n'avaient jamais activement participé aux abus de Philippe, mais leur négligence bienveillante avait rendu possible sa tyrannie. Que leur a-t-il dit? La vérité, ou du moins une partie. Que Philippe maltraite systématiquement les animaux, qu'il a délibérément blessé Tonnerre, et que tu as agi pour protéger le cheval d'un sort cruel. Claude sortit une gourde de sa veste et but longuement avant de poursuivre. Mais il y a plus important. J'ai rassemblé tous les dossiers médicaux des chevaux accidentés sous la garde de Philippe ces 5 dernières années. Le schéma est évident pour quiconque prend la peine de regarder. Il tendit à Malik une chemise en cuir contenant des documents méticuleusement organisés. Chaque cheval valait une fortune. Chaque accident survenait peu après la souscription d'une assurance conséquente. Chaque blessure était soigneusement calculée pour être grave, sans être mortelle, maximisant ainsi le paiement tout en permettant la revente de l'animal à l'abattoir. Malik feuilleta les documents, son estomac se nouant davantage à chaque page. « C'est monstrueux. C'est méthodique, » corrigea Claude. « Philippe n'est pas simplement cruel, il est calculateur. » Cette nuit-là, Malik dormit à peine. Allongé près de Tonnerre dans la paille fraîche, il réfléchissait aux options qui s'offraient à eux. Les documents de Claude représentaient un levier puissant, mais seulement s'il parvenait à les présenter aux bonnes personnes avant que Philippe ne les intercepte. Au matin, un bruit de moteur au loin alerta Malik. À travers une fente dans les planches de la grange, il aperçut une voiture noire avançant lentement sur le chemin forestier. Une voiture qu'il reconnut immédiatement comme appartenant aux investigateurs engagés par Philippe. « Il se rapproche », murmura-t-il à Tonnerre, qui semblait percevoir la tension croissante. La journée devint une attente insoutenable, chaque craquement dans les bois environnants faisant sursauter Malik. Vers midi, le jeune Maurice, fils du forgeron, apparut brièvement pour lui apporter un message. « Mon père dit que les hommes de Rouen ont découvert l'existence de cette grange. Ils prévoient de la fouiller demain à l'aube. Le temps leur était compté. Cette nuit serait leur dernière dans ce refuge précaire. » Malik passa les heures suivantes à préparer Tonnerre pour un déplacement nocturne, incertain de leur destination mais déterminé à ne pas se rendre sans combattre. Comme pour refléter la gravité de leur situation, une tempête s'annonçait. Les nuages s'amoncelaient à l'horizon, lourds et menaçants, promettant une nuit de pluie torrentielle. Alors que le crépuscule cédait la place à l'obscurité complète, un visiteur inattendu arriva à la grange. Trempé par les premières gouttes de pluie, Claude se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage trahissant une urgence nouvelle. « Philippe sait », annonça-t-il sans préambule. « Un informateur lui a révélé l'emplacement exact de votre cachette. Il sera ici demain à l'aube avec les gendarmes. » Malik sentit son sang se glacer. « Alors nous partirons cette nuit. Nous trouverons un autre endroit. »
Claude secoua la tête. Il n'y a plus d'endroit où se cacher, mais j'ai peut-être une meilleure idée. Dehors, la pluie s'intensifiait, transformant la terre en boue glissante. Le tonnerre grondait au loin, comme si le ciel lui-même se préparait à l'affrontement à venir. Le concours hippique est après-demain, continua Claude. Toute la région y sera, y compris Gérard et Hélène qui sont revenus de Paris aujourd'hui. Si nous pouvions y présenter non seulement Tonnerre, mais aussi les preuves des agissements de Philippe. Le plan était audacieux, presque téméraire, mais il offrait une chance, peut-être la seule, de résoudre définitivement leur situation. Cette nuit-là, alors que la tempête atteignait son paroxysme, Malik s'assit près de Tonnerre, caressant doucement son encolure. « Demain décidera de notre destin, mon ami », chuchota-t-il à l'oreille du cheval, sans savoir que Philippe, grâce à son informateur, avait déjà découvert l'emplacement exact de la grange et prévoyait une action définitive avant le retour de ses parents. La pluie s'abattait violemment sur le toit de la grange, créant une symphonie chaotique qui résonnait dans l'obscurité. Malik, assis contre le flanc chaud de Tonnerre, sentait chaque goutte comme un rappel du temps qui leur échappait. Les révélations de Claude tournaient dans son esprit, les documents incriminants, les preuves des fraudes systématiques de Philippe, la cruauté calculée derrière ses actes. Comment ai-je pu vivre sous le même toit pendant toutes ces années sans voir la vérité entière ? Murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le cheval. Tonnerre répondit par un léger frémissement, comme s'il percevait le tourbillon d'émotions qui agitait son compagnon humain. L'animal avait développé une sensibilité étonnante aux humeurs de Malik, réagissant au moindre changement dans sa voix ou sa posture. À l'aube, le jeune homme n'avait pas fermé l'œil. Un conflit intérieur le déchirait. Exposer Philippe signifierait potentiellement détruire la réputation des Dubois, la famille, qui, malgré tout, l'avait recueilli quand personne d'autre ne voulait d'un orphelin traumatisé. Cette même famille dont la négligence avait permis des années d'abus. Cette même famille qui portait son nom. Ils m'ont adopté quand personne d'autre ne voulait de moi, confia-t-il à Tonnerre, grattant doucement l'endroit derrière ses oreilles que le cheval préférait. Leur dois-je une loyauté aveugle pour cela ? Le percheron souffla doucement, ses grands yeux expressifs fixés sur Malik avec une intensité troublante. Dans ce regard, le jeune homme crut lire une sagesse ancienne, celle d'une créature qui avait appris que la confiance ne s'accordait pas par obligation, mais se gagnait par les actes. Une percée de lumière grise filtra à travers les planches disjointes de la grange. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une fraîcheur humide et l'odeur de la terre mouillée. Malik se leva, étirant ses muscles endoloris par une nuit sans sommeil. « Voyons ce que tu peux faire aujourd'hui », dit-il en ouvrant la porte de la grange. Dehors, le monde semblait lavé, renouvelé. Des gouttelettes scintillaient sur chaque brin d'herbe, et un timide rayon de soleil perçait les nuages en retraite. Malik guida Tonnerre vers le petit enclos improvisé, simplement en marchant devant lui, sans corde, sans licol, juste une confiance mutuelle patiemment construite. Ce matin-là, ils travaillèrent sur quelque chose de nouveau. Malik se tenait au centre de l'enclos, demandant à Tonnerre de le suivre uniquement par des gestes subtils et des mots murmurés. Le percheron, dont la claudication était toujours visible mais semblait moins le gêner qu'auparavant, répondait avec une précision surprenante. « Tu n'as pas besoin de harnais ou de mors pour comprendre ce que je te demande, n'est-ce pas ?» observa Malik, émerveillé par l'intelligence de l'animal. À midi, une visite inattendue interrompit leur séance. Père Thomas apparut sur le chemin forestier, sa soutane noire contrastant étrangement avec le vert éclatant de la forêt après la pluie. « Père », salua Malik, surpris. « Est-ce prudent pour vous de venir ici ?» Le vieux prêtre sourit faiblement. « La prudence est parfois le luxe de ceux qui n'ont pas de conscience à apaiser, mon fils. » Il s'approcha de la clôture, observant avec fascination Tonnerre qui, bien que méfiant face à ce nouveau visiteur, ne montrait pas les signes de panique qui auraient été inévitables quelques semaines plus tôt. « J'ai réussi à joindre tes parents adoptifs à Paris, » annonça-t-il sans préambule. « Je leur ai parlé de la situation, du moins en partie. » Malik sentit son cœur s'accélérer. « Qu'ont-ils dit ? » « Ils reviennent demain, » répondit simplement le prêtre. « J'ai été prudent dans mes mots, mais je leur ai fait comprendre que leur présence était nécessaire pour éviter une tragédie. »
Père Thomas observa le jeune homme avec attention, semblant peser ses prochaines paroles. « Malik, je dois te demander quelque chose de difficile. As-tu pensé à ce que signifierait réellement exposer Philippe? Ce ne serait pas seulement lui qui souffrirait des conséquences. » La question frappa Malik comme un coup physique. Bien sûr qu'il y avait pensé. Cette culpabilité l'avait rongé toute la nuit. « Les Dubois m'ont recueilli quand j'avais 8 ans, répondit-il lentement. Ils m'ont donné un toit, une éducation, leur nom. Mais ils m'ont aussi laissé à la merci de Philippe, ignorant volontairement ce qui se passait sous leur propre toit. » Tonnerre s'approcha doucement, comme sentant la détresse de son ami. Il posa son immense tête sur l'épaule de Malik, un geste de soutien qui arracha un sourire surpris au père Thomas. « Remarquable, » murmura le prêtre. « Il te fait vraiment confiance. »« Nous nous sommes reconnus, » expliqua simplement Malik. « 2 êtres brisés par les mêmes mains. » L'après-midi, Jean-Luc vint apporter de la nourriture et des nouvelles. Le vieil homme semblait fatigué, mais déterminé. « J'ai parlé avec d'anciens palefreniers, » annonça-t-il en posant son panier. « Certains travaillaient ici bien avant mon temps. J'ai recueilli leurs témoignages sur les accidents des autres chevaux. 7 cas en 5 ans, tous suivant le même schéma. » Malik examina les déclarations écrites que Jean-Luc avait méticuleusement rassemblées. Des histoires similaires se répétaient. Chevaux de valeur, assurance récemment contractée, blessures délibérées. « C'est plus grave que je ne pensais, » murmura Malik. « Ce n'est pas seulement de la cruauté, c'est un système. » Philippe n'est pas simplement un homme colérique qui perd parfois le contrôle, confirma Jean-Luc. Il orchestre ses souffrances avec précision, pour l'argent. Cette révélation rendait la décision encore plus complexe. Il ne s'agissait plus seulement de sauver Tonnerre ou de se protéger lui-même, mais d'empêcher que d'autres animaux ne subissent le même sort. Au crépuscule, Malik décida de tenter quelque chose qu'il n'avait pas encore osé. Il plaça une simple couverture sur le dos de Tonnerre, lui parlant doucement tout au long du processus. « Je ne vais pas te monter aujourd'hui, » expliqua-t-il. « C'est juste pour que tu t'habitues à la sensation. » À sa grande surprise, le percheron accepta la couverture sans résistance, comme s'il comprenait l'intention derrière le geste. Encouragé, Malik approcha une main du flanc de l'animal, exerçant une légère pression pour simuler le poids d'un cavalier. « Tu vois, rien à craindre, » murmura-t-il. La confiance de Tonnerre était encore fragile. Un mouvement trop brusque, un bruit soudain pouvait déclencher sa panique. Mais les progrès étaient indéniables et spectaculaires pour quiconque connaissait son état initial. Cette soirée-là, Malik reçut une visite surprenante. Claude arriva, accompagné d'une femme âgée que Malik reconnut comme la grand-mère de Madame Clément. « J'ai filmé vos progrès », annonça le vétérinaire, brandissant un petit caméscope. « Pour montrer aux Dubois ce que vous avez accompli ensemble, des preuves qu'ils ne pourront pas ignorer. » La vieille femme s'approcha lentement de l'enclos, son corps voûté par l'âge, mais ses yeux d'un bleu perçant toujours vif. « Mon arrière-grand-père dressait des chevaux pour Napoléon, » déclara-t-elle sans préambule. Il disait toujours qu'un cheval brisé par la violence ne se répare jamais complètement, mais qu'un cheval guéri par l'amour devient plus fort que jamais. Elle observa Tonnerre avec un œil expert. Celui-ci porte encore ses blessures, mais il a retrouvé sa dignité. C'est plus précieux que la perfection physique. La nuit tomba, apportant avec elle un ciel d'une clarté exceptionnelle après la tempête. Allongé dans la paille fraîche, Malik contemplait les étoiles visibles à travers une brèche dans le toit de la grange. Tonnerre somnolait paisiblement à ses côtés, sa respiration profonde et régulière comme une berceuse. Le lendemain serait décisif. Les parents Dubois reviendraient, et avec eux, la possibilité d'une confrontation qui changerait tout. À l'aube, un bruit de moteur réveilla Malik en sursaut. Un frisson d'appréhension le parcourut. Était-ce Philippe, venant avec les gendarmes comme Claude l'avait prédit? Se précipitant vers une fente dans les planches, il aperçut une silhouette familière qui approchait seule. Philippe, visiblement éméché même à cette heure matinale, trébuchant sur le chemin boueux. « Je sais que tu es là, petit bâtard !» hurla-t-il, sa voix rendue pâteuse par l'alcool. « Toi et cette satanée bête !» Tonnerre réagit immédiatement au son de cette voix, son corps entier se raidissant, ses oreilles plaquées en arrière. Malik posa une main apaisante sur son encolure. « Reste calme !» chuchota-t-il.
Il ne peut pas nous faire de mal maintenant. Philippe s'arrêta devant la grange, brandissant une bouteille à moitié vide. Mes parents reviennent aujourd'hui, tu sais. Ils pensent te trouver leur précieux fils adoptif innocent et vertueux. Mais je vais leur montrer qui tu es vraiment, un voleur, un menteur. Malik hésita un instant, puis ouvrit lentement la porte de la grange. Il sortit seul, laissant Tonnerre à l'intérieur. « Philippe, dit-il calmement, tu es ivre, rentre à la maison. Me donner des ordres? Toi ?» Philippe éclata d'un rire sans joie. « Tu oublies ta place, orphelin. Tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. »« Je sais ce que tu as fait, » répondit Malik, maintenant sa voix délibérément basse et contrôlée. Les 7 autres chevaux avant Tonnerre, les assurances, tout. Le visage de Philippe se figea un instant, avant qu'un sourire mauvais ne déforme ses traits. Des accusations sans preuve, ma parole contre celle d'un vaurien ramassé dans un orphelinat. Nous avons les preuves, affirma Malik. Les rapports vétérinaires, les témoignages, les documents d'assurance. Tout. Cette révélation sembla momentanément dégriser Philippe. Son regard vacilla, calculant rapidement les implications. « Peu importe, cracha-t-il finalement. Tu crois que mes parents choisiront un étranger plutôt que leur propre sang? Tu es vraiment naïf. » Malik ne répondit pas immédiatement. La question l'avait hanté toute la nuit. Gérard et Hélène l'avaient-ils jamais vraiment considéré comme leur fils? Ou n'était-il qu'un acte de charité publique, un accessoire pour polir leur image sociale? « Ce n'est pas une question de choix entre toi et moi, » dit-il finalement. C'est une question de vérité, de justice. Philippe s'avança brusquement, le visage déformé par la rage. Mais avant qu'il ne puisse atteindre Malik, un hennissement puissant retentit depuis la grange. Tonnerre apparut dans l'encadrement de la porte, sa silhouette massive, soudain imposante et presque menaçante. Philippe recula instinctivement, une lueur de peur traversant son regard. Cette bête est dangereuse, elle devrait être abattue. Il n'est dangereux que pour ceux qui lui ont fait du mal, répondit calmement Malik, comme beaucoup d'entre nous. Tandis qu'il observait Philippe battre en retraite, titubant vers sa voiture garée plus loin sur le chemin, Malik sentit une étrange paix l'envahir. Demain, au concours hippique, tout serait révélé, pour le meilleur ou pour le pire. Tandis qu'il observait le soleil se lever sur les champs de la Normandie, Malik murmura à l'oreille de Tonnerre « Demain décidera de notre destin, mon ami. » Sans savoir que Philippe, grâce à son informateur, avait déjà découvert l'emplacement exact de la grange et prévoyait une action définitive avant le retour de ses parents. Le soleil se levait à peine au-dessus des collines normandes lorsque Malik entendit le bruit des moteurs. Ce n'était pas le ronronnement solitaire d'une voiture, mais le grondement multiple de plusieurs véhicules approchant par le chemin forestier. Son cœur s'accéléra. Après un regard rapide par une fente entre les planches, ses craintes se confirmèrent. Philippe arrivait, mais pas seul. 2 voitures de gendarmerie et une berline noire avançaient lentement sur le chemin boueux. « Ils sont là », murmura-t-il à Tonnerre, qui perçut immédiatement la tension dans sa voix. Le percheron s'agita, ses oreilles pivotant nerveusement. Depuis leur fuite, l'animal avait développé une sensibilité presque surnaturelle aux émotions de Malik. Chaque inflexion, chaque changement dans sa respiration semblait être un message que le cheval décodait instantanément. « Calme-toi », chuchota Malik, posant une main apaisante sur l'encolure puissante. Nous savions que ce moment viendrait. À l'extérieur, les véhicules s'immobilisèrent. Des portières claquèrent, suivies du crissement de bottes sur le gravier humide. La voix de Philippe s'éleva, autoritaire et teintée d'une satisfaction malveillante. « La grange est là. Le cheval et le garçon sont à l'intérieur. Je veux que tout soit fait dans les règles. Après tout, nous parlons de vol de propriété. » Tonnerre frémit au son de cette voix, un soubresaut qui parcourut son corps massif comme une décharge électrique. Ses yeux, habituellement adoucis en présence de Malik, s'écarquillèrent, révélant à nouveau cette terreur profonde que le jeune homme avait tant travaillé à apaiser. « Il ne peut plus te faire de mal », promit Malik, bien qu'il doutât de pouvoir tenir cette promesse. Les pas se rapprochèrent. Malik prit une décision instantanée. Il préférait affronter Philippe dehors, loin de Tonnerre, plutôt que de risquer une confrontation qui pourrait terroriser davantage l'animal.
Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta en sentant quelque chose d'inattendu. Tonnerre le suivait, son souffle chaud effleurant sa nuque. « Non, reste ici », chuchota-t-il, mais le cheval avança encore, comme déterminé à ne pas le laisser affronter seul ce danger. La porte de la grange s'ouvrit brusquement, révélant Philippe flanqué de 2 gendarmes. Un homme en costume sombre se tenait légèrement en retrait, probablement l'avocat mentionné par Claude. « Voilà », annonça Philippe avec un sourire triomphant. « Le voleur est ma propriété, exactement comme je vous l'avais dit. » Malik sortit lentement, les mains légèrement levées en signe de non-agression. À sa grande surprise, Tonnerre le suivit, se tenant juste derrière lui, comme une ombre protectrice. « Messieurs, » dit Malik en s'adressant directement aux gendarmes, « cette situation est plus complexe qu'elle n'y paraît. » Philippe l'interrompit, brandissant des documents. « J'ai ici les papiers de vente signés pour ce cheval. Il m'appartient légalement et devait être transporté à l'abattoir de Deauville aujourd'hui même. » L'un des gendarmes, un homme d'âge moyen au visage impassible, examina les papiers. « Ces documents semblent en ordre, monsieur Dubois. » De plus, poursuivit Philippe, sa voix s'élevant pour que tous l'entendent clairement. « J'accuse formellement Malik Dubois de vol de propriété privée. Il sera expulsé de notre propriété aujourd'hui même et devra faire face à des poursuites judiciaires. » Un silence lourd s'installa. Malik sentit le souffle de Tonnerre s'accélérer derrière lui, le grand corps du cheval tremblant légèrement. « Ce cheval a été délibérément blessé, » déclara Malik, sa voix étonnamment ferme malgré la peur qui lui nouait l'estomac. « J'ai des preuves de maltraitance systématique, non seulement envers Tonnerre, mais envers d'autres chevaux avant lui. » « Des accusations ridicules, » répliqua Philippe, bien que quelque chose vacillât dans son regard. « Ce garçon invente des histoires pour justifier son vol. » Le gendarme le plus âgé observait la scène avec une attention particulière, son regard passant de Philippe à Malik, puis à Tonnerre. « Le cheval semble remarquablement calme en présence du jeune homme, » nota-t-il, « pour une bête prétendument dangereuse. »« Apparence trompeuse, » rétorqua Philippe, s'avançant brusquement vers Tonnerre. Ce fut un moment critique. Le percheron, voyant s'approcher l'homme qui l'avait torturé, aurait dû paniquer, se cabrer, peut-être même attaquer. Au lieu de cela, il recula calmement, se positionnant encore plus près de Malik, comme cherchant sa protection. « Vous voyez » insista Philippe. « Craintif et instable. Un danger public. Ou simplement méfiant envers celui qui l'a maltraité, » répliqua Malik. L'avocat s'avança, son visage sévère trahissant aucune émotion. « Les accusations sont graves de part et d'autre, mais les faits restent simples. Ce cheval appartient légalement à monsieur Philippe Dubois. Quant aux allégations de maltraitance, elles devront être prouvées devant un tribunal compétent. » Malik sentit le désespoir l'envahir. Sans les documents de Claude, sans les témoignages rassemblés, sa parole ne pesait rien face au pouvoir des Dubois. Il était sur le point de céder lorsque Tonnerre fit quelque chose d'extraordinaire. Comme s'il sentait que le moment était décisif, l'imposant percheron redressa sa tête massive et émit un hennissement. Non pas le cri de panique auquel Philippe s'attendait visiblement, mais un son puissant, presque mélodieux, qui résonna à travers la clairière et se propagea dans les bois environnants. Ce cri sembla suspendu dans l'air pendant un instant d'éternité, puis le silence revint, plus profond encore qu'auparavant. Tous restèrent figés, surpris par cette intervention inattendue. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» murmura l'un des gendarmes. Philippe se ressaisit rapidement. Une preuve supplémentaire de son instabilité. « Officier, je vous demande d'arrêter ce jeune homme et de sécuriser mon cheval pour le transport. » Les gendarmes échangèrent un regard incertain, puis le plus âgé s'avança vers Malik. « Je suis désolé, jeune homme, mais la loi est claire. » Il s'interrompit brusquement, son attention attirée par un mouvement sur le chemin forestier. À la stupéfaction générale, des silhouettes émergèrent des bois, d'abord quelques-unes, puis des dizaines. Des visages familiers apparurent, Jean-Luc, Madame Clément, Maurice le forgeron, Claude tenant sa mallette de vétérinaire, le père Thomas dans sa soutane noire, et derrière eux, des familles entières du village. « Qu'est-ce que cela signifie ?» exigea Philippe. « Cette propriété est privée, vous êtes tous en infraction. » Personne ne répondit directement. La foule silencieuse continua d'avancer, formant progressivement un cercle autour de la scène.
Ce n'était pas une masse menaçante, mais une présence calme et déterminée. Une communauté unie par quelque chose de plus fort que la peur. « Officier », intervint enfin le père Thomas. « Avant de prendre une décision, peut-être devriez-vous entendre ce que ces personnes ont à dire. Certaines travaillent pour la famille Dubois depuis des générations. » Les gendarmes, visiblement mal à l'aise face à cette situation inattendue, hésitèrent. L'avocat s'approcha de Philippe, lui murmurant quelque chose à l'oreille, qui fit blêmir ce dernier. Un bruit de moteur interrompit ce moment de suspense. Une voiture élégante s'engageait sur le chemin, progressant lentement vers la clairière. Malik reconnut immédiatement la Mercedes noire de Gérard Dubois. « Mes parents ?» souffla Philippe, une note de panique dans la voix. Il ne devait arriver que cet après-midi. La voiture s'immobilisa à la lisière de la clairière. Gérard Dubois en sortit le premier, grand et austère dans son costume impeccable, suivi d'Hélène, dont l'élégance parisienne contrastait étrangement avec la rusticité des lieux. Père, mère. Philippe s'avança vers eux, son assurance soudain ébranlée. « Que faites-vous ici ?» Le regard de Gérard balaya la scène surréaliste. Les gendarmes, l'avocat, la foule de villageois, Malik debout près de l'imposant percheron noir. Ses sourcils se froncèrent profondément. « Que signifie tout ceci ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant dans le silence. Philippe retrouva rapidement sa contenance. « Une simple affaire de vol que je réglais. Malik a volé mon cheval. Et ces gens ?» Il fit un geste méprisant vers la foule, tente d'interférer avec la justice. Hélène s'avança, son regard se posant sur Malik pour la première fois depuis des mois. Quelque chose dans ses yeux avait changé, une sorte de questionnement, peut-être même de culpabilité. « Est-ce vrai, Malik ?» demanda-t-elle doucement. Pendant un bref instant, Malik revit toutes ces années d'indifférence polie, cette adoption qui n'avait jamais vraiment été une inclusion, ses parents qui n'avaient jamais vraiment été les siens. Pourtant, en cet instant crucial, il ne ressentit pas la rancœur attendue, seulement une clarté tranquille. « Non, madame », répondit-il avec une dignité qui surprit même les gendarmes. « J'ai sauvé Tonnerre d'un sort cruel qu'il ne méritait pas. Vous pouvez me juger pour cela si vous le souhaitez. » Un murmure parcourut la foule. Philippe s'empressa d'intervenir. « Voyez son insolence, après tout ce que nous avons fait pour lui. » Tonnerre, comme s'il comprenait l'importance du moment, fit quelques pas en avant. La lumière du matin éclairait sa robe noire, faisant ressortir les cicatrices qui témoignaient silencieusement de son passé. Il s'arrêta entre Malik et les Dubois, formant une barrière vivante, son corps massif devenu un symbole impossible à ignorer. « Je crois, » dit lentement Gérard Dubois, « que nous devrions tous entendre exactement ce qui s'est passé ici. » Philippe perdit soudain son assurance. « Père, ces gens n'ont aucune autorité. Ce sont des employés, des villageois, ils... » « Silence !» ordonna Gérard avec une fermeté inattendue. « J'ai dit que nous allions écouter. » Madame Clément fit un pas en avant, son visage ridé empreint d'une dignité tranquille. « Monsieur Dubois, je sers votre famille depuis 40 ans. Ce que votre fils a fait à ce cheval, et à d'autres avant lui, n'est pas seulement de la cruauté. C'est un crime. » Sous le ciel matinal de la Normandie, une cour improvisée se forma alors que Madame Clément prenait la parole, la première de nombreuses voix prêtes à briser des années de silence. « J'ai servi cette famille pendant 40 ans, monsieur Dubois, et il y a des choses concernant votre fils que vous devez savoir. » Tandis que Tonnerre se positionnait fermement aux côtés de Malik, comme s'il comprenait que le destin de tous deux serait décidé en cet instant. Un cercle s'était formé autour de la grange, comme un tribunal improvisé sous le ciel normand. La pluie de la veille avait laissé une fraîcheur cristalline dans l'air, et les premiers rayons du soleil perçaient à travers les branches des pommiers, créant des jeux d'ombre et de lumière sur les visages tendus. Madame Clément se tenait droite malgré son âge, ses mains ridées croisées sur son tablier encore taché de farine. Sa voix, habituellement douce lorsqu'elle accueillait les clients dans sa boulangerie, portait maintenant une fermeté que personne ne lui connaissait. « Monsieur Dubois, pendant 40 ans, j'ai pétri le pain que votre famille mange chaque matin. J'ai vu ce garçon. » Elle désigna Malik d'un geste maternel. « Grandir dans l'ombre de votre maison. J'ai vu les marques sur son dos quand il venait chercher le pain, les bleus qu'il tentait de cacher, des marques de ceinture sur un enfant de 10 ans.
Hélène Dubois porta une main à sa bouche, son regard allant de Madame Clément à Malik, puis à Philippe qui secouait la tête avec véhémence. « Des mensonges !» s'écria-t-il. « Cette femme invente des histoires pour protéger un voleur. » Jean-Luc s'avança alors, son visage buriné par des décennies de travail en extérieur. « J'ai servi les Dubois pendant 30 ans, monsieur. Votre père avant vous. » Il se tourna vers Gérard. « Pendant vos absences, j'ai vu comment monsieur Philippe traitait son frère adoptif. Comme un domestique, pire même. Et les animaux. » Un à un, d'autres villageois s'avancèrent. Pierre, le vigneron, raconta comment Philippe forçait Malik à travailler seul sous le soleil brûlant sans eau ni repos. Marthe, la cuisinière, décrivit les repas où le jeune garçon était servi en dernier, avec les restes, alors que la table familiale regorgeait de mets délicats. Chaque témoignage s'ajoutait au précédent, construisant un tableau d'abus systématiques que Gérard et Hélène Dubois n'avaient jamais voulu voir. Leurs visages reflétaient maintenant un mélange de choc, d'incrédulité et d'une culpabilité grandissante. Claude s'avança à son tour, sa mallette vétérinaire à la main. « Ce n'est pas seulement le garçon qui a souffert », déclara-t-il avec l'autorité que lui conféraient ses 40 années d'expérience. « Les animaux aussi. » Il ouvrit sa mallette et en sortit une série de dossiers soigneusement ordonnés. Ces documents montrent un schéma clair. 7 chevaux de grande valeur, ces 5 dernières années, tous ayant subi des accidents sous la garde de Philippe Dubois. Tous assurés pour des sommes considérables peu avant leur blessure. Philippe devint livide. « Des accusations sans fondement. Vous complotez tous contre moi. » Claude poursuivit imperturbablement, montrant des radiographies, des rapports d'assurance, des factures de cliniques vétérinaires. Tonnerre n'est pas le premier. Mais grâce à Malik, il pourrait être le dernier. Le vétérinaire se tourna vers l'imposant percheron qui se tenait calmement aux côtés de Malik. Ce cheval, que tout le monde considérait comme dangereux et irrécupérable, a été transformé non par la force ou la domination, mais par la patience et la compréhension. J'ai documenté cette évolution remarquable. Jean-Luc ajouta son témoignage, décrivant comment il avait trouvé Malik endormi près de Tonnerre fiévreux, après avoir passé la nuit à le soigner avec des remèdes traditionnels quand tous les autres avaient abandonné. À mesure que les témoignages s'accumulaient, la position de Philippe devenait de plus en plus précaire. Ses dénégations véhémentes cédèrent progressivement la place à des menaces voilées, puis à un silence rageur. « C'est absurde », finit-il par cracher. « Ma parole contre celle de paysans et d'un orphelin sans éducation. Père, vous n'allez pas croire ces fabrications. » Gérard Dubois n'avait pas dit un mot depuis le début des témoignages. Son visage, habituellement impassible, trahissait maintenant une tempête intérieure. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était étrangement calme, presque pensive. « Philippe, pendant des années, j'ai fermé les yeux sur certains aspects de ton caractère. J'ai mis sur le compte de la jeunesse tes accès de colère. J'ai attribué à la passion tes méthodes parfois expéditives. » Il fit quelques pas, s'approchant de Tonnerre qui, remarquablement, ne recula pas. Mais ceci, il désigna les cicatrices visibles sur le flanc du percheron. Ceci n'est pas de la passion, c'est de la cruauté calculée. Philippe tenta une dernière manœuvre désespérée. « Ce cheval m'appartient légalement », déclara-t-il, brandissant à nouveau les papiers de vente. « Quoi qu'il en soit, j'ai le droit d'en disposer comme je l'entends. » Il s'avança brusquement vers Tonnerre, une corde à la main. « Et je le conduis à l'abattoir aujourd'hui même. » Ce fut le moment décisif. Tous retinrent leur souffle, s'attendant à ce que le percheron, confronté à son tortionnaire, réagisse avec panique ou agressivité. Mais Tonnerre, qui autrefois tremblait à la simple vue de Philippe, fit quelque chose d'extraordinaire. Avec une dignité tranquille, il recula simplement de quelques pas et se dirigea dans la direction opposée, s'arrêtant à côté de Malik. Il n'y avait aucune agressivité dans son geste, juste une décision claire et définitive. L'immense cheval noir se positionna de manière protectrice, son corps formant une barrière entre Malik et Philippe. Un murmure parcourut l'assemblée. Le symbolisme était trop puissant pour être ignoré, même par les plus sceptiques. Cette créature, censée être dépourvue de raison selon les critères humains, venait de faire un choix moral que tous comprenaient instantanément. Les gendarmes échangèrent des regards troublés.
L'avocat de Philippe referma silencieusement sa serviette, comprenant que la situation avait irréversiblement changé. Hélène Dubois s'avança alors, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des années, elle s'approcha de son fils adoptif sans cette distance formelle qui avait caractérisé leur relation. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle les tendit vers lui, sans oser le toucher. « Pardonne-nous, Malik, » dit-elle, sa voix se brisant. « Nous avons failli à te protéger. » Ces mots simples, prononcés devant toute la communauté, eurent sur Malik l'effet d'une onde de choc. Pendant toutes ces années, il avait aspiré à une reconnaissance, un signe que son existence comptait vraiment pour cette famille qu'il avait adoptée. Ce n'était pas l'amour inconditionnel dont il avait rêvé enfant, mais c'était peut-être le début de quelque chose d'authentique. Gérard, quant à lui, se tourna vers Philippe. Son visage s'était durci, retrouvant l'expression autoritaire que connaissaient bien les employés du domaine. « À partir d'aujourd'hui, tu n'administreras plus les affaires de la famille jusqu'à ce que tu démontres que tu peux être digne du nom Dubois. » Il se tourna ensuite vers Tonnerre, observant longuement l'animal. Et ce cheval, il hésita, semblant peser soigneusement ses mots. Tonnerre appartient à Malik. Philippe, le visage déformé par la rage, lança une dernière menace avant de tourner les talons. « Ceci n'est pas terminé, vous le regretterez tous. » Mais ces paroles sonnaient creux face à la solidarité qui s'était formée ce matin-là. Personne ne fit un geste pour le retenir lorsqu'il monta dans sa voiture et démarra en projetant des graviers dans son sillage. Un silence étrange s'installa après son départ. Non pas la tension qui avait régné jusqu'alors, mais une sorte de calme collectif, comme après une tempête longtemps attendue. Madame Clément fut la première à briser ce silence. « Le pain que j'ai pétri cette nuit doit être partagé, » dit-elle simplement. « Venez tous, cette journée mérite d'être marquée. » Comme si cette invitation simple avait rompu un sortilège, l'atmosphère changea. Des sourires timides apparurent, des mains se tendirent. Jean-Luc sortit une bouteille de cidre de sa veste élimée. Maurice proposa d'allumer un feu pour réchauffer ceux qui avaient attendu dans l'aube fraîche. En quelques minutes, ce qui avait été un tribunal improvisé se transforma en une célébration spontanée. Non pas tant une victoire que la reconnaissance collective de quelque chose de plus profond. Le pouvoir transformateur de l'amour patient qui avait vaincu la cruauté et la peur. Malik, encore abasourdi par ce revirement de situation, s'approcha de Tonnerre et posa son front contre celui du cheval. « Nous l'avons fait, mon ami », murmura-t-il. « Ensemble. » Le percheron souffla doucement, son souffle chaud effleurant le visage du jeune homme. Dans ses yeux, autrefois emplis de terreur, brillait maintenant une paix que Malik n'aurait jamais cru possible d'atteindre. Gérard et Hélène se tenaient à l'écart, visiblement mal à l'aise face à cette communion entre leur fils adoptif et l'animal. Leur monde d'apparence soigneusement entretenu venait de s'effondrer, révélant une réalité qu'ils avaient préféré ignorer pendant des années. « Que ferez-vous maintenant » demanda finalement Gérard, s'approchant prudemment de Malik. Le jeune homme caressa l'encolure de Tonnerre, réfléchissant à cette question qui contenait tant d'implications. Ce n'était pas simplement une interrogation sur ses plans immédiats, mais une reconnaissance tacite de son autonomie, quelque chose que les Dubois ne lui avaient jamais vraiment accordé auparavant. « Je ne sais pas encore, » répondit-il honnêtement, « mais je sais que Tonnerre et moi, nous resterons ensemble. » Hélène, dont les yeux n'avaient cessé de suivre les mouvements de Malik avec une sorte d'émerveillement coupable, s'avança à son tour. Le pavillon près du verger. Il est vide depuis des années. Il pourrait être à toi, si tu le souhaites. Avec un enclos pour ton cheval. C'était une offre maladroite, teintée de culpabilité et de tentative de réparation. Mais c'était aussi, peut-être, un premier pas vers quelque chose de nouveau. Au printemps suivant, sous les arceaux fleuris du Haras du Pin récemment restauré, l'historique Haras national de Normandie, Malik inaugurait le premier centre de réhabilitation équine de la région. Avec le soutien financier de ses parents adoptifs, un geste tardif mais significatif de réparation, le centre Tonnerre se spécialisait dans les chevaux traumatisés et abandonnés. Le soleil printanier baignait la cour du Haras du Pin de sa lumière dorée, illuminant les arceaux de roses grimpantes qui encadraient l'entrée principale.
Une foule élégante s'était rassemblée pour l'inauguration du Centre Tonnerre, premier établissement de réhabilitation équine de Normandie. Malik, vêtu d'une simple chemise blanche et d'un pantalon d'équitation, se tenait devant le ruban traditionnel, Tonnerre à ses côtés. L'immense percheron noir avait changé depuis cette nuit de tempête dans la grange abandonnée. Sa robe luisait désormais d'un noir profond. Sa musculature s'était redéveloppée harmonieusement. Seule sa claudication persistante et les cicatrices sur ses flancs témoignaient encore de son passé douloureux. Ce centre n'est pas né d'une ambition personnelle, commença Malik, sa voix portant étonnamment loin malgré sa douceur naturelle. Il est né d'une rencontre entre deux êtres brisés qui ont trouvé, l'un dans l'autre, la force de se reconstruire. Dans l'assistance, Gérard et Hélène Dubois écoutaient attentivement, leur visage reflétant un mélange complexe d'émotions. Ces 6 derniers mois avaient profondément transformé leur relation avec leur fils adoptif. Non pas une réconciliation facile, mais une reconstruction laborieuse, pierre par pierre, d'une confiance longtemps négligée. Nous n'essayons pas ici de réparer des chevaux cassés pour les rendre utiles selon des critères humains, poursuivit Malik, caressant doucement l'encolure de Tonnerre. Nous cherchons à les aider à retrouver leur dignité, leur confiance, et à reconnaître que leurs blessures, visibles ou invisibles, ne définissent pas leur valeur. Tandis que Malik coupait le ruban inaugural sous les applaudissements, un incident troubla momentanément la cérémonie. La nouvelle qu'un incendie avait ravagé le vieux cèlerier du domaine Dubois pendant la nuit se répandit parmi les invités. Plus inquiétante encore, des rumeurs malveillantes concernant Malik circulaient dans certains cercles viticoles. Des insinuations selon lesquelles le jeune homme aurait manipulé les Dubois pour obtenir leur argent. « Philippe », murmura Jean-Luc à Claude, alors qu'ils observaient les réactions de l'assistance. C'est son style, frappé dans l'ombre. Mais contrairement aux attentes de Philippe, ces actes de vengeance eurent l'effet inverse. La communauté se resserra davantage autour de Malik et du Centre Tonnerre. Des vignerons offrirent du terrain supplémentaire pour agrandir les pâturages. Des artisans proposèrent bénévolement leurs services pour construire de nouveaux abris. Des familles s'organisèrent pour apporter nourriture et soutien logistique. L'après-midi de l'inauguration, Malik fit une démonstration qui marqua profondément tous les spectateurs. Conduisant Tonnerre au centre du manège principal, il expliqua simplement « Ce que vous allez voir n'est pas un numéro répété ni un tour de dressage. C'est une conversation entre deux amis. » Sans licol, sans longe, sans aucun équipement de contrôle, Malik commença à travailler avec Tonnerre. Sa méthode contrastait radicalement avec les démonstrations équestres traditionnelles. Pas de commandes aboyées, pas de mouvements brusques pour impressionner l'audience. À la place, des murmures presque inaudibles, des gestes si subtils qu'ils semblaient inexistants, et cette connexion mystérieuse qui faisait que l'imposant percheron répondait comme s'il lisait dans les pensées du jeune homme. « Observez ses oreilles », chuchota Claude à un vétérinaire sceptique venu de Paris. « Elles sont constamment orientées vers Malik, même quand il lui tourne le dos. Ce cheval n'obéit pas à des ordres, il participe à une conversation. » Le moment le plus saisissant survint lorsque Malik monta Tonnerre sans selle, puis descendit et simplement marcha à ses côtés. Le cheval calqua naturellement son pas sur le sien, s'arrêtant quand il s'arrêtait, tournant quand il tournait. Non par dressage, mais par choix. « Ce que vous voyez n'est pas de la soumission », expliqua Malik à l'assistance silencieuse. « C'est de la confiance. Tonnerre pourrait partir à tout moment. Il choisit de rester. » Dans les jours qui suivirent l'inauguration, le Centre Tonnerre commença à recevoir ses premiers pensionnaires. Un vieux cheval de trait maltraité, 2 poneys abandonnés après la faillite d'un centre équestre, une jument de course réformée après une fracture mal soignée. Chaque animal arrivait avec sa propre histoire de souffrance, sa propre version de la peur et de la méfiance. Tonnerre, dans ce nouvel environnement, révéla une facette inattendue de sa personnalité. L'ancien cheval terrorisé devint une présence apaisante pour les nouveaux arrivants. Malik observait avec émerveillement comment le percheron s'approchait doucement des chevaux les plus craintifs, les accompagnant silencieusement dans leur adaptation, comme s'il comprenait exactement leurs peurs pour les avoir lui-même vécues. « Il est notre premier thérapeute équin », expliquait Malik aux visiteurs,
tandis que le majestueux percheron se déplaçait librement parmi les chevaux nerveux, les calmant par sa simple présence. Les méthodes de Malik intriguaient les professionnels du monde équestre. Certains vétérinaires renommés venaient observer, sceptiques au début, puis progressivement convaincus par les résultats. Des propriétaires qui, auparavant, auraient envoyé leurs animaux problématiques à l'abattoir, cherchaient désormais l'aide du centre Tonnerre. « Comment faites-vous avec les cas les plus difficiles ?» demanda un jour un éleveur désespéré qui avait amené une jument si traumatisée qu'elle se jetait contre les parois de son box à l'approche de tout humain. « Je commence par écouter », répondit simplement Malik. « Pas seulement avec mes oreilles, mais avec tout mon être. Ces animaux ont des histoires à raconter, des histoires de douleur, de trahison, de peur. Si nous n'écoutons pas d'abord, comment pouvons-nous espérer être entendus ? » Sa méthode basée sur une patience infinie et une compréhension profonde du traumatisme établissait progressivement un nouveau paradigme dans le traitement équin. Le temps, élément si précieux dans notre société moderne, devenait ici une ressource abondante. Certains chevaux nécessitaient des mois avant le premier contact physique véritable. Un après-midi doré d'automne, alors que les feuilles des pommiers commençaient à roussir, Malik reçut une visite inattendue. Philippe, visiblement amaigri après des mois éloigné des affaires familiales, se présenta aux portes du centre. Son arrogance habituelle semblait émoussée, bien que son orgueil restât évident dans sa posture rigide et son regard fuyant. « Je suis venu voir par moi-même ce projet », annonça-t-il avec une tentative maladroite de désinvolture. Malik l'accueillit sans hostilité apparente, bien que la présence de son demi-frère réveillât des souvenirs douloureux. « Tu es le bienvenu pour observer, mais je te demanderai de respecter nos règles. Ici, les animaux ne sont jamais contraints. » Philippe acquiesça raidement, suivant Malik à travers les installations. Son regard s'attarda sur les paddocks spacieux, les abris confortables, l'absence notable de moyens de contention habituels dans les centres équestres traditionnels. Ils arrivèrent près d'un enclos où Malik travaillait avec un nouvel arrivant, un étalon bai particulièrement agressif, rescapé d'un trafic illégal de chevaux. L'animal chargeait quiconque approchait de sa clôture, ses yeux roulant de terreur et de rage. « Celui-ci semble avoir un caractère impossible », commenta Philippe avec une pointe de satisfaction maligne. « Certains animaux sont simplement trop endommagés pour être sauvés. » Malik ne répondit pas immédiatement. Il entra dans l'enclos, restant à distance respectueuse de l'étalon qu'il observait avec méfiance. Puis, lentement, il s'assit dans l'herbe, sortit un livre et commença à lire à voix haute, reprenant la méthode même qu'il avait utilisée avec Tonnerre des mois auparavant. « Que fais-tu » demanda Philippe, décontenancé. « J'établis une présence non menaçante », répondit Malik sans lever les yeux de son livre. « Je lui montre qu'un humain peut exister dans son espace sans exiger quoi que ce soit de lui. » Philippe observa pendant presque une heure, visiblement troublé par cette approche qui contredisait tout ce qu'il avait toujours cru sur le dressage équin. L'étalon, qui initialement trottait nerveusement le long de la clôture, s'était progressivement calmé, s'arrêtant parfois pour observer Malik avec curiosité. « Comment y arrives-tu » demanda finalement Philippe, une vulnérabilité inhabituelle perçant dans sa voix. « Comment fais-tu pour qu'il te fasse confiance » Malik referma doucement son livre, réfléchissant à la question. Cette conversation représentait peut-être le premier échange authentique entre les deux hommes. « Je comprends leur langage parce que j'ai aussi été brisé », répondit-il finalement. « La différence, c'est que j'ai appris qu'être brisé ne signifie pas être détruit pour toujours. » Ces mots semblèrent toucher quelque chose en Philippe. Il détourna rapidement le regard, mais pas avant que Malik n'aperçoive une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Peut-être le premier signe d'une compréhension naissante de sa propre fragilité. Dans le champ ouvert derrière le centre, Tonnerre paissait tranquillement aux côtés d'autres chevaux réhabilités. Sa cicatrice demeurait, tout comme sa claudication, mais il y avait une sérénité dans sa posture qui semblait impossible un an auparavant. Quand Malik l'appela, l'immense percheron noir releva la tête et galopa dans sa direction. Un galop inégal mais déterminé. Homme et cheval se retrouvèrent au milieu du champ, sous le vaste ciel normand. « Nous ne serons jamais parfaits », murmura Malik à l'oreille de son ami équin, « mais nous sommes libres. » Et c'était peut-être là leur plus grande victoire. Deux êtres brisés par le monde avaient trouvé, l'un en l'autre,
la force de se reconstruire, non pas comme ils étaient avant, mais comme quelque chose de nouveau, et peut-être de plus fort précisément à cause des cicatrices qu'ils partageaient.